We all start off in life with a dream, don't we? For a tennis player, it's being in the final of a Grand Slam. Center court, a high lob, a smash, game, set, and match. You're a champion. You're number one. But for most tennis players, that's all it ever is. A dream. The reality is another story. My story. Now you see that good-looking fella? No, not the kid in white, the other tired good-looking fella. Yeah, him. Well, that's me. British Davis Cup, long time ago. 2 singles titles, even longer ago. Presently ranked 119th in the world. Sport is cruel. Now, I know it doesn't sound too bad. 4 million tennis players in the world and I'm 119th. But what that really means is this. 118 guys out there are faster, stronger, better, and younger. And it gets you thinking. 32 in September. Prime of my life. How long can Peter Koch keep playing this game? Grace, stop it. Stop it right now. Just serve. These young guys, where do they get the energy, the focus? No fear. You see, the one thing you can't have is fear. And for the first time in my life, I'm afraid. Not of losing. I'm not even afraid of the kid. I'm afraid of what happens if that ball keeps going by me. What happens then? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Simon et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de TCS. Ensemble, on va passer la prochaine heure et demie à débriefer l'actu ciné de la semaine. Et pour ce faire, je serai accompagné d'une ribambelle de talents, tous plus doués les uns que les autres. Enfin, surtout pour une. Commençons ces présentations par celui qui, en 2 émissions, a déjà mis à l'amende un paquet d'animateurs. Et moi, le premier, c'est Hugo. Ça va, Hugo ? Bah, du coup, je vais rougir instantanément en direct, mais c'est pas grave. Bah oui. Je suis là pour te saucer. Je vous ai demandé à toutes et à tous avant l'émission votre chanson préférée d'Amy Winehouse, puisqu'elle sera au cœur des débats de la soirée. C'est laquelle pour toi ? Rehab. Rehab. Est-ce que tu peux nous la chanter, la fredonner, s'il te plaît ? Oh, pas mal. Pour ma deuxième présentation, on va procéder comme un qui est-ce. Si je vous dis fougue, on jarte Nino. Si je vous dis jeunesse, on jarte Marie Pistolet. Oui. Il ne nous reste donc plus que l'autre Marie. Salut Marie, en forme ? Salut, bah ouais, ça va, écoute, toujours de belles présentations, ça me fait plaisir. Je suis jeune par rapport à vous. Aïe, alors, là, je vais partir moi. Ta chanson d'Amy Winehouse, c'est quoi toi ? Pour pas faire comme les autres, je vais dire Stronger Than Me. Waouh, je pars du nez. Et du coup, j'imagine que tu peux me la fredonner. Non. Pourtant, je t'ai entendu écouter. Voilà. Ouais, je t'ai entendu écouter et tout. Je pense qu'elle s'était chauffée pour je vais la ressortir et tout, mais au final, non. Je la fredonne alors. Vas-y. Non. C'est n'oubliez pas les paroles. J'adore. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, merci pour ton tout pour toi. Et je l'ai dit, mais l'autre Marie, celle dont on se demande parfois si elle ne serait pas le rejeton de Dame Dame et Véro, est bien présente ce soir. Ça va Marie ? Ça va et toi ? Bah ouais, rassure-nous, t'es pas l'enfant caché donc de Dame Dame et Véro. Mais j'aurais aimé, mais non. Bon, ta chanson préf Back to Black. Bah tu sais ce qu'il te reste à faire.
I'm go back to black. Ah ouais, au début j'arrivais pas à saisir et après j'ai fait waouh, mais c'est la vraie Amy Winehouse. Ouais, c'est moi. Elle est là à côté de nous. Bon, alors pour vous distinguer les deux maris, parce que c'est ça le problème, il y a deux maris, ça va pas être, ça va être compliqué, donc je vais utiliser vos prénoms. Et là vous allez me dire, mais t'es con, les deux s'appellent Marie, c'est pour ça qu'il faut les distinguer. Eh bien vous avez tort, parce que la nouvelle mariée, tu seras bien Marie, mais l'ancienne Marie sera appelée par son vrai prénom, comme en témoigne sa carte d'identité, Marie-Laurence. On la voit d'ailleurs, sa carte d'identité à l'écran, voilà, en vidéo. Donc elle s'appelle bien Marie-Laurence. Ceux qui sont sur la vidéo, bah, vous pouvez le confirmer. Tu peux nous raconter rapidement pourquoi tu t'appelles comme ça ? Je m'appelle comme ça parce que quand je suis née, mon père est allé me déclarer à l'état civil. Alors, on pense que c'est de sa faute, mais pas forcément. En tout cas, il y a eu erreur dans l'écriture de mon prénom. Bon, Laurence devait être mon deuxième prénom. Et en fait, il a mis un tiret. Donc pour l'état français, je m'appelle Marie-Laurence. Je l'ai découvert à 18 ans, figurez-vous. Donc, Marie-Laurence est là avec nous ce soir. Voilà. On finit ce tour de table par le fan ultime de SOS Fantôme, la menace de glace et du Vourdalac, Nino. Non, ça va, Nino? Il y a qu'un des deux où c'est vrai. Moi, je pense que c'est SOS Fantôme. Non, c'est l'autre. Une chanson préférée d'Amy Winehouse? Mais vous avez cité peut-être toutes celles que je connais, mais sinon, je peux parler de l'émission de tatouage, j'adore. Là? L'émission de tatouage. Ah d'accord, ouais, ok, parce que par rapport à Amy Winehouse. Okay. Tu parles de Tattoo Cover? Ouais, Tattoo Cover. J'adore Tattoo Tu Cover. peux nous faire le jingle de Tattoo Cover? Ah, c'est dur, attends. Eh ben voilà, tu t'es mis de la merde. Bon. Non, ça fait 30 ans que je n'ai pas regardé, j'ai plus en tête. En régie, on fait un coucou à Lucas et Tom qui sont à la technique du jour. Cette semaine, on a débuté l'émission par une scène de La plus belle victoire de Richard Longcrane, long métrage qui fête ses 20 ans et qui prend place dans le milieu du tennis. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? Pas du tout. Non. Mais allez le voir, une rom-com au petit oignon. Ton top film de tennis? Mon top film de tennis? Ouais. Bah Challenger en numéro 1, je vous spoil direct. Wow. Mais ouais. Mais La plus belle victoire avec Paul Bettany et Kirsten Dunst. Allez le voir. Ça donne envie. Très bon. James McAvoy tout jeune aussi. J'adore son casting, ça, j'adore. John Favreau, Sam Neill, voilà. Allez le découvrir, c'est une petite rom-com bien sympa. Et si je vous parle donc de La plus belle victoire, c'est parce qu'au programme de la soirée se trouve un film sur le tennis, Challengers de Luca Guadagnino. Nous parlerons également de Back to Black de Sam Taylor Johnson et Première affaire de Victoria Musier-de-Lac. Victoria Musier-de-Lac sera d'ailleurs notre invitée. On reviendra ensemble sur son premier long métrage. Et comme on disait dans la télé des années 70, vos rubriques préférées seront au programme avec les recos de l'équipe, le quiz de Marie ainsi que les news de Marie-Laurence. C'était même là, c'était la vie, c'était les années 40 là. Ouais, clairement. Ouais. Mais retour en 2024 du coup avec les news de Marie-Laurence du coup. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et commençons comme le veut la tradition par le mercato. Absolument Simon, et on débute avec mon chouchou, mon boubou, mon loulou, le grand Keanu Reeves. Figurez-vous que notre cher John Wick a été approché pour bientôt tourner avec, je vous le donne en mille, le multipalmé Ruben Östlund. Vous voyez sans filtre? Ben pareil, mais dans un avion qui perd toute connexion avec ses écrans. Le projet, intitulé The Entertainment System is Down, n'a pas encore de sortie prévue, mais il se pourrait que Ruben vise le Festival de Cannes 2025. À suivre donc. On continue avec le blondinet Ryan Gosling, qui reviendra bientôt dans un blockbuster catastrophe spatiale intitulé Project Hail Mary. Après son rôle du plus célèbre astronaute de tous les temps dans First Man, Ryan retournera donc dans l'espace dans un projet écrit par Andy Weir, qui avait déjà écrit Seul sur Mars. Adapté d'une nouvelle publiée en 2021, le film raconterait l'histoire de Roland Grace, professeur d'école devenu astronaute, se réveillant d'un coma, seul et amnésique, dans une station spatiale. Et évidemment que Ryan va devoir sauver le monde, et rien que pour ça, banco. On finit avec une news qui a fait plaisir à Raph, du coup je te la dédicace. Je vous parle d'une suite d'un film qu'on n'attendait pas, mais son scénariste a livré son envie d'écrire un deuxième scénario. Je parle de The Social Network 2. Près de 15 ans après la sortie du film, Aaron Sorkin veut se pencher sur l'influence, notamment politique, de Facebook. Selon lui, Facebook porte la responsabilité de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et il aimerait étudier cette emprise du réseau social sur les masses. Je cite, « Je blâme Facebook pour le 6 janvier. Facebook a entre autres entraîné son algorithme à promouvoir les contenus les plus clivants possibles parce que c'est ça qui fait monter l'engagement. C'est comme ça qu'on se fait prendre, le scroll infini. Il est censé y avoir une tension constante à Facebook entre la croissance et l'intégrité, mais c'est faux. Il n'y a que la croissance qui compte. Rendez-vous dans les salles. » Qu'est-ce qu'on en pense de tous ces projets? Qu'est-ce qui vous donne envie ou pas? Voilà. Je pense que le dernier... parce que ce Social Network 2. Ouais.
Je sais pas si ça pas comme ça, mais... L'approche, elle a l'air intéressante. Ouais, je crois il a l'air très remonté contre Facebook, en tout cas, Aaron Sorkin. Donc, mais est-ce que David Fincher il va revenir derrière c'est pas dit, mais ça pourrait. Là, hein. c'est pas écrit, donc. Oui. Mais chaud aussi, mais ça serait c'est une autre façon. Il y a déjà eu plein de bons documentaires, mais là en fiction, je suis surtout que le premier était un assez bon film, donc ah oui. moi mais ça m'intéresse. Surtout ils disent Social Network 2, mais en vrai c'est pas. En gros c'est plutôt une. Voilà. Il expliquait ça comme j'ai fait un film sur la création et maintenant je fais un film sur ce que le bébé est devenu de cette création. La dénonciation. Ouais. Voilà, du coup, il y aura Jesse Eisenberg, c'est ça que je me demande, en mode cyborg. En mode reptilien. En mode méchant. Mais Keanu Reeves, quand même, chez Ruben. Attends, j'ai trop envie de voir ça, moi. Très surprenant. Après, j'ai l'impression que Ruben Östlund, il se répète un peu beaucoup. Moi, je pense oui, que mais rien que pour Keanu Reeves, excusez-moi. Moi, je pense qu'il pense qu'on vit dans une société, Ruben Östlund. Ah oui, c'est ça, vraiment, oui. J'ai vu le pitch du film, j'ai fait ah ouais, d'accord. Oui, c'est complètement ça. Tu fais une référence à autre chose, non, en disant ça? Ah bon? Non, j'en sais rien, c'est un même. Oui, non, mais pour moi, je pense du coup à la phrase du Joker. Oui, c'est ça. C'est pas que ça à la base, oui, mais. Okay. Là, ceci dit, pour écrire un Joker 3, Ruben Östlund, du coup. Non, parce qu'il y a We Live in Society dans les Joker. Et Hugo, juste, je pensais que Ryan Gosling, ça allait être. Ah, bah non, mais moi, à partir du moment où il y a Ryan Gosling dans un film, ça peut être une énorme merde, moi j'y vais. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Eh ben, super, suivez Hugo alors. Et le jury de Cannes est tombé. Et t'en penses quoi, Marie-Laurence? J'en pense que, waouh, que de noms incroyables. Aujourd'hui, effectivement, alors quand je dis aujourd'hui, c'est quand je l'ai écrit, c'est pas aujourd'hui, mais hier. Voilà. Hier, effectivement, sont tombés. Et donc avant-hier, parce que on enregistre cette émission. On est perdu. Aujourd'hui, effectivement, sont tombés les noms de tous les artistes qui composeront le jury de Greta Gerwig pour le Festival de Cannes prochain. On retrouve donc au casting la scénariste et photographe Bruce Allen, l'actrice Lily Gladstone, l'actrice Eva Green, la réalisatrice et scénariste Nadine Labaki, le réalisateur, producteur et scénariste Juan Antonio Bayona, l'acteur Pierfrancesco Favino, le réalisateur Hirokazu Koreeda et l'acteur Omar Sy. Tout ce beau monde sous l'égide de la réalisatrice, scénariste et actrice présidente du jury Greta Gerwig. Franchement, j'achète. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jury de Cannes 2024 ? Moi, je trouve que c'est All Stars. C'est très beau. C'est très rare. Là, il n'y a que des numéros 10 dans ma team. Non, mais je veux dire, c'est très rare. Gros nom, hein. Et souvent, il y a un nom qui est un peu en dessous, des trucs comme ça. Là, c'est que du haut du panier. Moi, j'achète ce jury. Je ne serais pas à Cannes, mais j'aurais aimé. Franchement. Juste pour Juan Antonio Bayona, moi, j'achète. Ah, c'est lui qui t'a le plus. Ouais, je crois que c'est lui qui m'a le plus plu. Greta Gerwig déjà à la base, mais ça on savait depuis quelques mois déjà. Mais quand j'ai su qu'elle était présidente, je me suis dit le jury va être beau. Et même qui est Omar Sy, je trouve ça fou. Oui. Pourquoi? Je sais pas, il est déjà allé à Cannes pour un film. Ah oui, Tirailleurs, c'est vrai. C'était. Oui. Et puis souvent, je veux dire, dans le jury de Martin Scorsese, c'est toujours ma meilleure anecdote. Dans le jury de Martin Scorsese, dans les années 90, il y avait MC Solar. C'est vrai. Oui, il y avait MC Solar, donc. Ouais, finalement, hein. Pourquoi pas? L'un dans l'autre. Et on finit avec une triste nouvelle, Marie-Laurence. Et oui, Simon, effectivement. Elle l'a dit avec beaucoup d'énergie, alors qu'on va parler d'un décédé. C'est clair. Nous apprenions ce jeudi la disparition prématurée du réalisateur français Laurent Cantet des suites d'une maladie à l'âge de 63 ans. Sa disparition laisse un grand vide dans le cinéma français, lui qui s'illustrait pour son cinéma humaniste et social. La Palme d'Or lui avait d'ailleurs été décernée en 2008 pour son film Entre les murs, et son impact sur le cinéma à travers sa capacité à éclairer la société par son œuvre est profond. Nous avons bien sûr une pensée pour sa famille et pour toutes celles et tous ceux qui ont grandi avec ses œuvres, qui ont été inspirés par son cinéma et qui l'aimaient beaucoup. Est-ce que vous avez une réaction sur Laurent Cantet? Moi en plus j'ai découvert Entre les murs il n'y a pas très longtemps, que j'avais beaucoup aimé et qui m'avait donné envie de voir ses autres films, notamment Ressources humaines, et là du coup j'avais encore plus envie de... du coup il y a beaucoup de rétrospectives là qui se lancent, donc vous allez pouvoir découvrir ces films, surtout que moi je suis toujours très émue par... Moi, je connais pas trop le cinéma de Laurent Cantet, mais quand je vois qu'il c'est très jeune, 63 ans, ça me... je trouve ça très triste. Même pas. Enfin là tu me l'apprends du coup. Je suis désolée Marie. Je savais pas. Bon, c'est sur cette triste note qu'on termine ces news. Merci beaucoup Marie-Laurence de nous avoir abreuvé d'infos plus ou moins fraîche vu qu'on enregistre l'émission, et donc il y a un petit décalage. Voilà. Il y a une news de ouf cet après-midi qui va sortir, et on pourra pas en parler. On l'aura pas. Donc la semaine prochaine. Ne vous en voulez pas. Oui, il y a un nouveau sexe. Ça c'est déjà tombé du coup. Oui, sauf si tu viens du futur. C'est le 6, moi je parle. Studio Canal qui va produire ça maintenant. Ça sera plus pâté.
Voilà, petite info bonus. Sans plus perdre de temps, on passe tout de suite. Une petite incise au montage où tu dis voilà, breaking news. Breaking news. Ouais. Flash info. Yes, allez, on passe au débat. Allez. Ce soir, 3 films seront donc au cœur de nos débats. Première affaire, Back to Black et Challengers. Et après les pêches magiques et le bon sang, Luca Guadagnino s'intéresse cette fois à la petite balle jaune avec son nouveau long métrage Challengers. Jeu, sexe et match pour le réalisateur italien. Vous avez compris. Réponse après la bande-annonce. Hi. Hey. Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis. It was an entirely different game. Hey, come hang out with us later. Want me to come tuck you in? No, we can just keep talking. How often does this happen? Going after the same girl? Not as often as you think. We usually have different types. So you're saying I should be flattered? Aren't you everybody's type? Come here. Which one of us? He's not in love with you. What makes you think I want someone to be in love with me? It's nice to see you lit up about something, even if it's my girlfriend. Art's got his coach, Tashi Donaldson, who also is his wife. I'm playing for both of us, Tashi. I think maybe we're disturbed by the fact that she could have been into someone like me. When we were teenagers. When we were teenagers. Hey, I love you. I know. You don't know what tennis is. It's a relationship. We went somewhere really beautiful together. Let's go! I'm taking such good care of my little white boys. I assume you planned this? Not this part. Je trouve la bande-annonce particulièrement spoilante, mais très très bien montée avec l'utilisation de la musique de Rihanna aussi. Je trouve que ça fonctionne bien. Challengers, du coup, durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi, à la fois amis, amants et rivaux. Ils voient tous les trois leur chemin se recroiser des années plus tard. Leur passé, leur présence s'entrechoquent et des tensions jusque-là inavouées refont surface. C'est marrant parce que le résumé du distributeur, il omet le fait que ça se passe dans le milieu du tennis, mais c'est bien un film qui se passe dans le milieu du tennis. On retrouve au casting dans ce triangle amoureux Zendaya qui joue le rôle de Tashi Duncan et également donc Josh O'Connor et Mike Faist. Nino, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Tu me posais la question sur le tennis, sur voilà. Mon film préféré en termes de tennis, toi, est-ce que c'est ton film préféré? Oui, après je sais pas si j'en ai vu d'autres, je suis pas sûr, mais alors moi je vais te le dire, Cash Simon. Moi, là, il est top 4 de l'année pour l'instant sur les 46 films que j'ai vus. Mec, t'es un petit joueur. Moi, top 1 de l'année pour l'instant, depuis le début de l'année. Ouais, je te le dis clairement. Voilà, petit joueur. Donc, vas-y. Non, c'est vraiment genre un film où j'ai tout aimé et j'ai vraiment du mal à lui trouver un seul défaut. Après, je me dis, c'est que ça m'a touché dans sa manière d'être fait. Par exemple, l'esthétique hyper clipesque, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir du mal, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Déjà, au niveau du scénario, le triangle amoureux, je trouvais très bien fait parce que vraiment, chaque côté du triangle est bien travaillé, bien solide et tout. Il n'y a pas un truc qui est un peu trop... c'est un triangle équilatéral, quoi. C'est bien équilatéral, c'est ça. Et je sais, il y a tellement de trucs que j'ai aimé, la structure... j'ai adoré le montage, en fait, autant dans sa structure de tout le film...
la manière d'enchaîner les scènes, les flashbacks, tout ça, c'est vraiment très bien fait pour. Moi, je pense que c'est une des grandes réussites du film aussi. Ça marche bien. Moi, j'avais peur d'être confuse, genre que ça se mélange et qu'on comprenne rien. Au final, ça marche très très bien. Ouais, ça marche super bien. En fait, ça nous donne vraiment les infos au bon moment et ça construit un truc et ça. Les flashbacks répondent au présent et tout de manière hyper intelligente. De toute façon, c'est un film qui est fait d'écho et de miroir pendant tout le long métrage et je trouve ça super intéressant de tout déceler. Un terrain de tennis. Un peu comme un terrain de tennis. De toute façon, le tennis, c'est une relation. Non, avec la balle. Je sais pas où t'allais, mais t'y allais quoi. Non, mais parce que c'est ce qu'ils disent dans le film. Non, mais ben oui, en vrai, d'avoir. Enfin, le cadre du tennis est hyper bien utilisé. Ça répond vraiment bien à ce côté des relations, tout ça et tout, qui se rendra machin. Mais je trouve, juste sur ce point-là du tennis, je trouve que c'est un des gros points forts du film là aussi, mais pour moi il y a quasi que des points forts. Voilà. En fait. C'est que ce long métrage, il respecte vraiment le tennis. On sent que Justine, donc Kuritzkis, qui scénarise le film, c'est le mari d'ailleurs de Céline Song qui avait fait Past Lives. Il s'est bien renseigné, bon, sa famille elle était liée au tennis, j'ai vu, mais il y a plein de détails qui font plaisir aux connaisseurs, le fait qu'il y ait même les Par licences. Par exemple, il tourne la tête. Non mais je veux dire, mais même le truc, le truc basique du style, genre ça se passe vraiment dans des tournois qui existent, avec les vraies licences, avec les vraies marques. Il y a beaucoup de gens qui parlent des marques dans le film, que c'est une énorme pub, mais parce qu'en fait c'est aussi ça, ce sport, et il y a il y a toutes les licences aussi, genre ATP, on parle de Challenger et tout, les catégories de tournois, tu vois, qu'il y a dans le milieu du tennis, et je trouve ça hyper bien d'en avoir parlé ou d'avoir mis en avant aussi les tournois jeunes. L'US Open Junior, tout ça au début du film, et ça pour un fan de tennis comme moi, mais c'est un régal. Un régal. Mais ça me fait penser aussi peut-être enfin c'est pas vraiment un défaut, mais en fait au début du film, comme on suit le couple qui sont genre hyper riches et tout, moi j'avais un peu du mal parce qu'il y a un côté hyper hors sol de ces films qui vont s'intéresser à une classe hyper bourgeoise, où du coup on a un peu du mal à se reconnaître, mais du coup tout de suite quand on arrive avec le personnage de Patrick, je trouve que c'est vraiment le plus intéressant et le plus attachant, parce que du coup là on a vraiment un joueur de tennis mais qui est en galère, qui a vraiment littéralement pas d'argent pour manger. Et ça c'est vraiment la vérité du circuit mondial, c'est que dans les 100 premiers ils gagnent bien leur vie, mais après quand t'es en dehors des 100 premières places c'est la merde quoi. Et c'est hyper intéressant du coup comment les personnages sont traités. J'ai beaucoup aimé aussi l'évolution notamment dans le jeu des acteurs entre les flashbacks et le présent, notamment Zendaya, je trouve que et marque hyper bien le contraste entre ses jeunes années et l'évolution de son personnage par rapport à ce qui lui arrive et tout, et ouais, je parlais du montage aussi, en termes de structure il est hyper bien, mais aussi au sein même de chaque séquence je trouve que c'est hyper bien monté. En termes la de mise en scène aussi, elle est bien pensée, tout, ouais. Alors la musique aussi fait un petit peu parler d'Atticus Ross et Trent Reznor. Comme à chaque fois, la musique, je trouve qu'à chaque fois qu'ils font des BO, c'est incroyable. Mais là, je trouve elle est encore plus marquée que d'habitude parce qu'elle vient en opposé. On dirait qu'on est sur une rave party des années 90, alors qu'on est sur un cours de tennis. Hugo, t'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai bien aimé. Je suis peut-être pas aussi enthousiaste que Nino parce que je l'ai trouvé, du coup, tout le côté clipesque, moi, je l'ai trouvé excessif un peu. Et genre j'étais là, oui, d'accord, j'ai compris. Oui, parce qu'il veut filmer le tennis vraiment à chaque fois d'une façon inédite. Ah oui, alors après par contre à partir du moment où je deviens une balle de tennis, moi j'achète. Mais dans La Plus Belle Victoire, il y avait déjà ça. Que je vous ai mis en intro d'ailleurs. Oui. Parce que en fait au début, à un moment il y a des plans POV des joueurs. Je me dis là déjà on est pas mal. Puis après il y a un plan POV de la balle. Et là je me dis ça y est, ça devient beaucoup là. On a les plans même en dessous du cours. Oui, en dessous du cours, il y a des gros ralentis. Moi je trouve ça excessif, mais du coup c'est un peu rigolo. Mais du coup ça m'a un peu sorti du film, mais autrement je le trouve super bien construit. Enfin il y a des trucs, il ajoute des trucs qui paraissent complètement anecdotiques dans certaines scènes et tu flash forward 2 heures plus tard et en fait le truc resserre. Et tu te dis ah oui d'accord, ça a été pensé pour ça quoi. Enfin, c'est vraiment... Mais tu le sens venir même. Il y a un truc à la fin. Tu le sens venir et tu te dis j'ai hâte. Et il te met un suspense. Et tu te dis quand est-ce que ça va arriver. Tac tac. Ah non, incroyable. Rien que d'y repenser, incroyable. Mais c'est drôle parce qu'on pense automatiquement à la même chose. Oui, je pense. Je pense qu'on pense. Ouais. Ok. On t'enlèvera ça de ton crédit de parole. Marie, toi, t'es fan de tennis ?
Alors, pas du tout. Moi, j'en ai fait quand j'avais 11 ans et vraiment, ça n'a pas été une très bonne expérience. Ah, moi aussi. Mais bon, Ah oui, bah c'est alors, chouette le tennis. Ah bah alors. Est-ce que ce film t'a plu? Oui, franchement, quand bien même. J'ai quand même été dedans et j'ai beaucoup apprécié les scènes de tennis et franchement, les dernières. Les scènes de pénis. Oh là là. Allez, ça s'écoute Allez, au cancel. montage. On arrête. Ça, c'est parce que je lui avais offert une BD qui s'appelle Pénis de table, je pense. C'est C'est vrai. ça. Ouais. Bah bravo, tout est faute. Non mais du coup, si on peut me laisser parler. Vas-y. Ouais. La dernière scène, elle est vraiment chouette. Moi, au début, ça m'a un peu donné le tournis quand même. Genre, j'avais un peu mal au crâne. Mais en vrai, c'est vraiment une expérience sensorielle. Genre, il y a plein de plans différents et t'es dans le match, quoi. Vraiment, là, tu peux pas ne pas rentrer dedans. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super cool. En plus, le final qui se fait sans parole. Où tout se résout en fait, mais avec des regards et tout, on comprend tout ce qui se passe. Vraiment, j'ai trouvé ça très très chouette. Les acteurs sont géniaux, franchement. Zendaya, elle brille dans cette icône là du tennis. On a tellement du mal à savoir ce qu'elle ressent pour ses personnages. En même temps, elle dit tellement de choses dans ses yeux. Les dialogues aussi sont hyper bons. Les dialogues sont graves. Moi, j'ai un tout petit truc, si je peux dire, une petite critique. Mais oui, tu peux. On est là pour ça. Voilà. J'ai trouvé certaines scènes un peu longuettes. J'avoue qu'il y a certains moments où je me suis un peu longuette, c'est pas bon. Hein. Ouais. Et c'est surtout le début. Enfin, quand les deux ils sont jeunes et qu'ils craquent tous les deux sur Zendaya, ils bavent devant elle pendant 20 minutes. Mais c'est trop drôle en fait. Parce que c'est vrai qu'on dirait pas trop, mais c'est aussi une comédie ce film. Oui, bien sûr. Et je trouve qu'il fait super bien le basculement aussi entre les genres. Je sais pas, genre j'ai trouvé ça au bout d'un moment un peu redondant et un peu chiant. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'après oui, ça retranscrit bien peut-être l'état mental d'un ado qui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas te calmer tout de suite. Qui tombe amoureux d'une fille, mais ouais, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu long pour moi, un peu relou. Mais sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. C'était très bien. C'est un bon moment. On est d'accord, vu que je parle aussi de la bande-annonce au début, elle est un peu mensongère parce qu'elle met en avant vachement le côté sexuel, charnel du film, alors que finalement... Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas un film, le film est vendu comme ça. Le tennis est une métaphore. Ouais. Non, mais je pense que c'est surtout que c'est un film qui est quand même assez... qui est très sensuel, mais que ça se joue pas que dans les scènes... de relations, il y a des scènes genre hyper sensuelles, mais genre au milieu d'un match de tennis, quoi. Mais après, tout est très explicite dans le film. Il y a énormément de métaphores sexuelles tout au long du truc. Ouais, ils sont tout le temps en train de manger. À un moment, il y a une scène, ils mangent des churros. Ils se partagent un churros. Ils se partagent un churros. Même quand ils mangent la banane. Le gars qui prend un churros, vraiment. Je te jure, un churros. Mais même le fait qu'ils sont toujours en train de répéter, on parle encore de tennis là. Ouais. Non mais voilà. Non mais bon, allez voir ce film. On est quand même essentiellement d'accord. On est d'accord. Même si elle n'est pas dans le film, la BA de Challengers donc est marquée par l'utilisation maligne de S&M de Rihanna. Alors vous savez quoi? Pour notre première pause en musique, accordons-nous le plaisir de replonger en 2011 avec son Riri, avec son petit Riri, avec Riri et son tube S&M. Na na na, come on. Na na na, come on. Na 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 na, come on. Na na na, come on, come on, come on. Na 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 na, come on. Na na na, come on. Na 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 na, come on. Na na na, come on, come on, come on. Na 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 na.
S&M de Rihanna. On était chaud là, on était chaud. Ça Très fait chaud, plaisir. incroyable. Très Merci très beaucoup, chaud. Simon. Oh là là. Mais de rien, Marie. Dans la famille Taylor Johnson, je vous demande la femme, Sam Taylor Johnson, qui a eu la lourde tâche de mettre en scène le biopic consacré à la mythique Amy Winehouse. Paris réussi ou Amy se retourne déjà dans sa tombe? On vous dit ça tout de suite. I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school to sell-out concerts. It's going to happen one of these days. Voice like yours, got to. Well, it's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's #1 around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. I don't think I was put on this earth just to sing. I want to be a wife. I want to be a mum. Probably run off with someone famous anyway. You're my heartbeat, you're my soul. I love you. I don't bang out 10 hits by lunch. I need to live my songs. So that's what I'm going to go and do. Ready? I don't write songs to be famous. I write songs because I've got to make something good out of something bad. Back to Black retrace la vie et la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionné et tourmenté avec Blake Fielder Civil. Alors on retrouve au casting Marissa Abela qui a la lourde tâche de jouer Amy Winehouse, mais également Jack O'Connell dans le rôle donc de Blake, ou encore Eddie Marchand dans le rôle du père d'Amy Winehouse. Hugo. Ouais, c'est moi. Est-ce que tu es fan d'Amy Winehouse? Alors, non. Non, moi, du coup, on en avait parlé avant l'émission. Voilà, du coup, c'est pour ça. Je connaissais que 2 chansons, mais j'étais quand même curieux de découvrir un peu plus sur Amy Winehouse. Mais je savais très bien que j'allais voir un biopic comme on en voit tous les 3 mois, sans saveur et sans. Voilà, c'est le McDo du biopic. Et bah. Surtout qu'il passe après le documentaire Amy aussi qui était super coté, qui a eu l'Oscar je crois même du meilleur documentaire. D'ailleurs j'ai entendu dire voilà, bah, celui-là il a dû bien aimer Back to Black. Ouais, apparemment il a bien aimé. J'ai eu des trucs. Mais et en vrai non, je le trouve mieux que Bob Marley dont on avait parlé il y a plusieurs mois, mais c'était pas difficile. Mais en vrai non, c'est pas super intéressant. Je trouve que le film est ultra flou par exemple dans la temporalité, parce que j'arrive jamais à comprendre si l'histoire se passe en 3 jours, en 3 semaines, en 3 ans. Ah là là, tellement. En fait les événements ne sont pas datés, enfin je m'attends pas à des cartons, mais au moins des indices qui me disent ça se passe dans les années 90, ça se passe en 2011, et du coup c'est pas clair. Parce que aussi le film veut aussi raconter beaucoup trop de choses. Il veut se centrer. Au début ça commence, je me dis ça va se centrer sur sa relation avec son père. En fait non, ouais. Ça va parler de la création de sa musique. Avec sa grand-mère aussi, qui est super importante. Oui, et en fait non. Du coup ça va se centrer sur la création de sa musique. En fait non, on va aussi parler de sa relation. La création de la musique, on s'en bat les couilles. Allez, on le redit tous ensemble. On s'en bat les couilles. Voilà. Mais il y a sa relation avec son mec. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ses addictions aussi. Du coup il y a tout ça dans un seul film. Et ça fait que le film explose sous le poids de toutes ces histoires qu'il veut raconter en fait, parce qu'il choisit juste pas d'angle pour aborder Amy Winehouse et il veut tous les mettre. Donc pour moi ça fait que c'est complètement raté. Moi j'y ai cru, tu sais, la première partie j'y ai cru dans le sens où aussi il y a Marissa Abela, elle chante
les chansons d'Amy Elle Winehouse. chante très bien. Et ouais, je trouve qu'elle le refait bien. Elle l'incarne très bien, même si au début j'ai eu un peu de mal. Je trouvais qu'elle en faisait des caisses à tout le temps. Et parce qu'elle ressemble pas vraiment à Amy Winehouse aussi. Son visage, c'est pas du tout le même. C'est ça. C'est pour ça. Mais au final, c'est vrai qu'on s'y fait. Et je trouve qu'elle le joue plutôt bien. Et puis elle chante du coup. Mais à partir de la moitié du film, en fait, au moment où elle fait l'album Back to Black, qui est son album avec les chansons les plus connues, je trouve qu'on commence à se faire aussi bien chier. Marie-Laurence, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, je suis dans le même cas que Hugo, je connaissais pas du tout Amy Winehouse. Je connaissais deux chansons. D'ailleurs, tu n'arrives même pas à prononcer son nom tellement tu la connais pas. Winehouse. Mais j'avais envie de découvrir parce que voilà, je la connaissais pas du tout. Et pour les points positifs, l'actrice, voilà, je la trouve incroyable. Je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Elle chante très bien. C'est très agréable d'écouter les passages chantés. Et je me suis pas non plus fortement ennuyée, c'est quand même assez dynamique, c'est passé assez vite, mais c'est même passé trop vite dans certains aspects, puisque comme tu le disais, il y a des ellipses de malade dans ce film. On commence à ses 18 ans jusqu'à sa mort, spoiler alerte, elle meurt, figurez-vous, et il y a des trucs on comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Et effectivement, la création de sa musique, on s'en fout totalement. Il y a rien qui explique comment elle en vient à la musique, pourquoi elle fait ça. On comprend juste qu'elle adore faire ça et qu'elle ferait pas autre chose, mais voilà, on sait pas son processus de création, on le connaît pas et on le montre pas. C'est tout à fait centré sur sa relation avec son mari Blake, qui est autodestructrice concrètement. Et moi, ça me gêne parce qu'en fait, on a l'impression que sa vie se résume à ça et qu'à partir du moment où elle l'a rencontré, ça précipiter sa mort, ce qui est certainement un peu le cas parce que bon, ils étaient tous les deux très drogués, toxiques, alcooliques, voilà. Mais comme tu le disais, Simon, avant de le rencontrer, elle était déjà bien entamée au niveau addiction, et de base faut savoir qu'elle était boulimique, elle a des TCA depuis sa jeunesse en fait. Tout ça c'est pas expliqué, pourquoi elle est dans cette condition, pourquoi dès le départ à ses 18 ans elle est déjà dans un mal-être total, en dépression et tout, c'est pas du tout expliqué. Et en fait il s'est passé plein de choses dans sa vie au-delà de son mari. Elle a été en couple avec Pete Doherty, elle a aussi, il n'y a pas eu que lui. Il faut une petite ref à lui d'ailleurs. Ouais, petite ref, voilà, mais de bon, son groupe, voilà. Libertines. J'ai l'impression qu'ils ont voulu se concentrer que sur cette relation-là, et en plus, pas bien. Parce qu'il y a plein de choses pas expliquées. On comprend qu'elle fait des crises, on comprend pas trop pourquoi. En fait, elle l'avait dit dans une interview qu'elle battait son mari, elle l'avait clairement dit, qu'elle le frappait, par exemple, et ça c'est pas trop dit. Et surtout, elle avait beaucoup de problèmes de santé. Et moi, j'aime pas quand on fait des biopics sur des gens qui ont cette vie-là et qui finissent comme ça, qu'on n'explique pas vraiment pourquoi en fait. On a l'impression juste la fin, elle est lunaire. C'est-à-dire, elle va mieux, tout dans sa vie, elle va mieux. T'as l'impression que tout va bien. La toute fin là. Et après, elle monte au paradis. J'ai éclaté de rire. Bim, carton, elle est décédée d'une overdose d'alcool. Elle allait bien. Je comprends pas pourquoi. Ouais, mais juste avant, elle a appris que son mec avait une nouvelle copine. Non, qu'il avait été recondamné, qu'il repartait en prison. Oui, mais qu'il avait aussi eu un enfant avec une nouvelle copine. Ouais, sauf qu'en fait, c'est tellement géré de manière anecdotique que. Oui, c'est ça. Même son envie d'avoir un enfant. C'est clairsemé à certains moments, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Son frère qui donne pas de nouvelles, qui juste un tout petit peu au début. Marie, si tu te fais chier. Hein. Ah non, c'est très intéressant. Elle est sur Santel. J'ai fait pareil, moi, j'avoue. Mais voilà, elle avait beaucoup de problèmes de santé, un emphysème pulmonaire, elle avait beaucoup d'addictions, beaucoup de troubles mentaux, et en fait, ça, faut l'expliquer. Quand tu fais un biopic sur la vie de quelqu'un comme ça, il faut expliquer comment elle en arrive à cet état-là, et c'est pas très honnête d'expliquer juste elle avait un mari toxique et les deux étaient toxiques et du coup elle est morte. Non, en fait elle avait plein de soucis, et il faut alerter sur ça et il faut sensibiliser sur ce type de trouble parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas réussi à gérer, elle s'en est pas sortie et tout n'est pas de sa faute, quoi. Les gens parfois sont malades et c'est compliqué, et moi j'aime pas quand on passe des choses sous silence alors que c'est si important. Et d'ailleurs j'ai lu qu'il y a notamment sa relation très abusive avec son père qui est un peu complètement passé sous silence. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que son père a bien aimé Back to Black, parce qu'on a l'impression qu'il est très sympa, son père. Oui. Mais en fait, dans la vraie vie, il a tout fait il a fait des appels à boycott dans les médias pour qu'on n'écoute plus la musique de sa fille, pour pouvoir la retrouver parce qu'ils avaient perdu le lien, machin. Enfin, il a pas été si sympa que ça dans la vraie vie, le père d'Amy Winehouse. Et quoi, limite, la réalisatrice, apparemment, a un peu fait le film pour sa famille. Ouais, franchement, ça se voit qu'il y a plein de choses passées sous silence. Et juste Sam Taylor Johnson qui a réalisé 50 nuances degrés. Son quatrième film. C'est quoi la musique finale du film? C'est genre je t'aime dans 50 nuances de bleu, de gris, de machin. La meuf, elle s'auto-référence dans son propre film, quoi. Ça me. J'avais pas fait gaffe. Si, ouais. Mais c'est la musique genre du générique.
Non, tu sais, il y a une scène post-générique, oui, post-carton, où elle chante face caméra, et bah c'est ça. Ok, bah tu vois, pourquoi pas, il était temps de faire une petite rêve. Je me tourne vers Marie, c'est bon, elle a fini son message, donc elle peut parler du film. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as pensé? Ah oui, tu l'as pas vu? Mais non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, toi? Ah, mais on est que 3 à l'avoir vu. Oui. Mais alors, je voudrais finir sur la musique qu'il y a dans le générique. C'est Nick Cave et Warren Ellis qui font la BO, déjà assez surprenant. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Nick Cave, Harry Potter 7. Mais Nick Cave, genre je kiffe, mais là c'est nul. Mais là, c'est nul la musique du film. Pas bien. Pourquoi tu fais pourquoi du coup ils font une musique supplémentaire sur un film qui se passe sur une chanteuse? C'est ça. Je me suis dit, c'est comme si Johnny faisait une musique pour un biopic sur Kenji. Johnny, il est bon. Ce serait dingue. Je sais, mais là, on peut parler de Kenji Girac maintenant, et c'est ça dont on voulait parler aujourd'hui. Allez, l'émission qui ne sera pas diffusée finalement. J'ai juste parlé de Nick Cave pour parler de Kenji Girac. Bon. Moyen quoi. Moyen moins, c'est vrai. Terminons ces débats par un premier film, celui de Victoria Musier-de-Lac, et pour un premier film, elle s'attaque à une première affaire. Très méta toute cette histoire. Non, en fait, pas du tout, parce qu'elle m'a dit après, non, je l'ai pas ressenti comme ça. Mais c'est pas grave. On s'écoute la BA et on en parle juste après. Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers. Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, là où t'étais. La garde à vue vient d'être requalifiée d'homicide volontaire. La garde à vue, l'instruction, les flics, du temps perdu et un paquet d'emmerdes. C'est vous qui m'avez envoyé sur cette affaire. Je représentais un des suspects potentiels. Impressionnant, vous paraissez si jeune. Non mais Nora, t'as passé 2 jours avec un criminel? Vous risquez un procès aux assises et jusqu'à 30 ans de prison pour meurtre. Moi j'ai rien fait, le policier me fait peur. Je pars là. Pourquoi vous êtes à Paris? J'ai rencontré quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ton affaire, j'espère. Vous parlez aux flics en dehors de la procédure? Il a massacré une fille de 17 ans à coups de barre de fer. Ça te réveille pas la nuit quand tu penses à elle? Il est innocent. Et je vais le prouver. J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi. Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça. On peut avoir des problèmes. Fallait y penser avant. La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu, là, Nora, merde! Maître? Racontez-moi ce qui s'est passé. Jeune avocate fraîchement diplômée, Nora a l'impression de n'avoir rien vécu lorsqu'elle est propulsée dans sa première affaire pénale. De sa première garde à vue au suivi de l'instruction, Nora découvre la cruauté du monde qui l'entoure dans sa vie intime comme professionnelle. Emportée par la frénésie de sa nouvelle vie, elle multiplie les erreurs et en vient à questionner ses choix. Dans le rôle de Nora, on retrouve donc Noah Bita et également au casting du film Anders Danielsen Lai, qu'on avait vu dans les films de Joachim Trier là, comme Julie en 12 chapitres, Alexis Neisses qui est pour son premier rôle, on retrouve aussi également François Morel ou encore Sadia Bentaïb, Hugo. Non, Marie. C'est bien, je note par qui on commence, mais je ne lis pas. Hugo et Marie, juste. Parenthèse, mon frère s'appelle Hugo, alors du coup, Hugo et Marie. Ouais. Marie, c'est vous un peu en fait. C'est nous. Wow, Marie, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette première affaire? Bah écoute, globalement, ça va. J'ai quand même passé un bon moment. J'étais dedans. J'ai réussi à être dans l'histoire. Je trouvais ça intéressant quand même de s'intéresser. Beaucoup de mots de fois intéressants, bon, c'est pas grave. J'ai trouvé ça intéressant de voir un peu une avocate qui défend un coupable pour la première fois. Enfin, c'était quand même bien fait. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont déplu. D'abord, j'ai pas du tout eu d'empathie pour le personnage principal, en fait, joué par Noé Abita. Vraiment, j'y crois pas. Je crois pas du tout à son jeu. J'ai juste envie de lui mettre une gifle à un moment du film et genre. La violence. C'est vrai, genre arrête de faire de la merde et si elle continue en fait et elle apprend pas trop de ses erreurs, son personnage il évolue pas trop et. Voilà, ça m'a un peu gonflé au bout d'un moment. Au final, je trouve aussi que tous les sujets sont plus ou moins survolés. On n'en sait pas vraiment plus sur l'affaire. Leur relation, elle me fait pas virevolter non plus. Je la trouve pas... Avec donc Anders Danielsen qui joue le rôle d'Alexis, le policier. Ouais, c'est ça. Au début, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je le voyais un peu comme un... Enfin, je sais pas, il est horrible au début, le personnage de flic. Genre, je le trouvais... Ah ouais.
Ouais. Mais oui, vraiment. ok. Et il est horrible et pourtant ils finissent ensemble Mais très ouais, c'est ça, facilement. hyper facilement et hyper rapidement, genre je sais pas. Bon, Mais en c'était un fait, peu bizarre. par rapport à ça, moi aussi, enfin, les premières scènes entre elle et le policier, ça met hyper mal à l'aise, je trouve. Et du coup, c'est bizarre qu'après, ça soit une relation qui soit montrée comme bien, on va dire. Mais finalement, il y a un truc de comme sur la fin, c'est toxique. Ouais, voilà. Donc moi, ça m'a gêné au début, mais sur la fin, j'ai compris le la volonté. Et surtout, j'ai l'impression que autant par rapport à cette relation et par rapport au fait de devoir défendre un accusé, qui est quand même accusé d'avoir torturé et tué une enfant. Je trouve qu'il y a quand même un jeu intéressant autour de la moralité qui est un peu ambigu et tout. Je trouve qu'il nous fait poser quelques questions. Je trouve que c'est quand même mis beaucoup de côté par rapport à tout ce côté relationnel dans les scènes. Moi, je trouve que j'ai noté, en fait, première affaire, c'est ce que voudrait Challengers dans sa BA. Tu vois, mettre vachement en avant les scènes de sexe, finalement, c'est plus ça et on a moins d'avocats, d'affaires. Voilà. Je suis grave d'accord. Je suis assez d'accord, ouais. Et c'est ce qui m'a déplu. Après, c'est ce que voulait aussi la réalisatrice. Ouais, vas-y, Nino. Moi, je pensais que ça allait être un film de procès. Il n'y a pas de procès, il faut le non. savoir avant d'aller voir le film. Voilà. Il y a zéro procès. Grave. Alors que l'affiche montre clairement. Enfin, moi, quand j'ai juste vu l'affiche, je me dis il y a un procès. Ouais, c'est un film de en procès. fait, c'est que des avocats. C'est que des discussions entre l'avocat et l'accusé, mais il n'y a pas du tout de scène au tribunal. Dommage. Mais c'est dommage parce que j'aime bien aussi ce postulat de départ du film, ou même le casting, comment il est construit, il pouvait être sympa, mais ouais, ça va jamais plus loin que ça. L'image du film est cool aussi, la musique d'Olivier Marguerite, mais Hugo. Moi, déjà, je trouve que ça joue un peu mal. Je trouve. À part François Morel. Je me demande si c'est pas voulu en fait. Ouais, mais je trouve au contraire, je trouve que François Morel, qui est plus expérimenté que les autres, il s'en sort assez bien. Pourtant, on a l'habitude de le voir dans les rôles plus comiques. Hein. Mais là. Ah, mais là, il a un rôle très comique. Il a un rôle comique au final. C'est le chef. Son boss. Ouais, mais c'est pas le même genre de comique pour le coup que ce qu'il fait d'habitude. Mais non, je trouve que à part lui, je trouve que déjà l'actrice principale, je la trouvais complètement à côté de la plaque à chaque fois. Et je me dis, peut-être il y a un côté volontaire. Et Noah Habitat, elle a un style de jeu un peu comme ça. En vrai, hein. Et je me ah oui, voilà. Ouais, mais du coup, ça m'a un petit peu sorti du film. Et pareil, moi, j'en voulais plus en savoir sur l'affaire. Surtout qu'il y a un tournant à un moment du film qui fait qu'elle se retrouve à défendre l'indéfendable. Et je me disais, ça pourrait être intéressant. Mais en fait, le film tourne moins autour de l'affaire qu'autour des relations de l'avocate. Ce qui est pas le truc qui m'intrigue normalement dans un film policier, quoi. Enfin, ou dans un film qui s'occupe d'une enquête, donc c'est pour ça que j'étais pas à fond dedans. Mais finalement, vous allez le voir du coup avec l'entretien avec Victoria Mudiez-Lac, mais c'est que tout ce que vous dites là, c'est ce qu'elle voulait vraiment, donc c'est un premier film réussi pour elle en tout cas. Oui, c'est que c'est difficile à cerner en fait. Je pense que c'est peut-être les prémices du film qui nous font croire à des trucs qui au final ça va pas du tout dans cette direction. Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marie ? Moi, il y a un autre truc qui m'a un peu dérangé, c'est que le film, il a envie de parler d'émancipation un peu, genre cette jeune fille qui essaye de s'émanciper de son foyer et tout ça. Et c'est vers un mec. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais même, c'est hyper bateau. Genre, la meuf, sa mère l'appelle tout le temps alors qu'elle a 26 ans, elle vit dans son lit superposé chez ses parents. Sa mère lui prépare des chocolats chauds tous les matins. Enfin, je sais pas, genre, je trouve ça hyper bateau. Elle s'embrouille avec elle comme si elle avait 15 ans. Ouais, non, mais c'est ça, elle se barre de chez elle et tout en mode je fuis la maison. Et à la fin, genre, on se dit ça y est, c'est une femme et tout, elle s'est plaqué les cheveux en arrière. Genre, waouh, ça y est, c'est une femme, elle met des tailleurs et elle a mis du gel. Voilà. C'est vrai que la dernière séquence là aussi, elle fait genre en mode badass et tout. Ça y est. Regardez, maintenant, je sais comment. Je sais comment ça se passe. Ouais. Je vais vous défendre même si vous êtes le pire des pédophiles. C'est ça qu'elle dit à la fin, vraiment. C'est ça qui se passe. Dommage. Donc vous avez compris, jeune femme. Si vous voulez devenir une femme, il faut se plaquer les cheveux et mettre des tailleurs. Et fumer des clopes. Mettre des tailleurs. Je terminais sur un dernier truc un peu positif, c'est que oui, vas-y, par du positif parce que on parlait de François Morel et notamment lui et aussi quelques autres scènes, mais je trouve que les quelques touches de comédie marchent bien. Moi ça a bien marché. Les gens sont emballés par ce que tu dis en tout cas. On n'est pas trop convaincus, mais ne vous inquiétez pas, si on n'a pas été convaincus, on va peut-être se faire convaincre par la réalisatrice, parce que je vous donne un petit peu de rap sur première affaire avec ma rencontre du coup avec la réalisatrice du film. Can she be late for her
musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Victoria Musier-Delac est notre invitée pour ce nouvel épisode de TCS. Bonjour Victoria, comment vous allez ? Bonjour, très bien, très bien. Bon, ça fait quoi de sortir un premier long métrage au cinéma comme ça ? C'est intense. C'est intense et c'est cool. Non, c'est bien. C'est la rencontre avec le public et c'est ce que j'attendais aussi, donc c'est très bien. Non, je suis contente. Et vous avez eu une tournée d'avant-première, tout ça, j'imagine. Quels ont été un petit peu les retours sur ces temps d'échange, tout ça ? Plutôt bon. Après, je pense que les gens, surtout quand ils rencontrent la réalisatrice ou la comédienne et tout, il y a quelque chose où ils ont envie aussi de comprendre et c'est des retours qui sont très positifs. Alors, ça fait partie aussi de la rencontre. Ouais, de ce processus. Alors, on va revenir sur la genèse de votre premier film qui s'appelle Première Affaire. D'où vous est venue l'idée de ce premier long métrage ? De différentes choses, hein, comme souvent. Après, c'est vrai que c'est inspiré d'une histoire vraie, vaguement, mais après, c'est très fictionnalisé, très documenté, tout ça. Mais je crois que le métier d'avocat me posait des questions, il m'intriguait et surtout me donnait une porte d'ouverture sur un peu une vérité sociale qui m'intéressait de traiter dans le film et le rapport aussi de l'individu avec une fonction dans la société qui est décisive, quoi. Qui est le métier d'avocat et voilà, comment on concilie sa personnalité, son histoire, sa morale, sa vérité avec une réalité juridique. Très bien. Et vous êtes seul d'ailleurs crédité au scénario et vous avez commencé un petit peu à en parler de cette documentation. Alors ça a été quoi ce travail de documentation pour écrire ce long métrage ? Est-ce que vous avez rencontré des avocats, des avocates ? Est-ce que vous êtes intéressé par, je sais pas, des coupures de presse, tout ça ? Oui, un peu. J'ai rencontré beaucoup d'avocats pour le coup. Et je les ai interviewés comme vous faites là sur les débuts, pour qu'ils me racontent leurs débuts, leur première fois, autant quand ils se retrouvaient devant un juge que par rapport à un prévenu. Vraiment tous les débuts, quoi, qui étaient assez similaires en fait sur le stress, sur les lapsus nerveux, sur le coup de pression que ça met quand même dans une existence, surtout quand on n'est pas après et qu'on connaît une réalité juridique, mais pas vraiment le terrain. Donc voilà, la rencontre par exemple avec un criminel, je crois que c'est toujours un peu quelque chose qui marque, et après ils s'habituent, ils prennent de la distance, tout ça, etc. Mais les premières fois, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, puis après j'ai regardé des documentaires, je suis allée à un procès aux assises. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup documentée, quoi. Ouais. Et alors, important. Votre film traite d'une première affaire, d'une première fois. C'était également le cas pour vous en tant que cinéaste. Est-ce que vous êtes retrouvé dans le personnage de Nora ? Non, je pense qu'il y a des choses, notamment sur... et je pense que ça parle à tout le monde de toute façon. Enfin, c'est comment on s'empare d'un métier, comment le métier il nous transforme, comment il transforme notre regard, comment il transforme notre rapport aux autres. Tout ça, donc ça, c'est des choses, moi, qui me parlent. Après, là, sur la première fois, c'est quand même pas le même univers, c'est-à-dire de faire un film. Bien sûr qu'il y a des enjeux, notamment pour moi, mais le métier d'avocat, c'est surtout qu'il y a des enjeux de quasiment vitaux, sur l'existence d'autres gens. Il y a une responsabilité qui est énorme, donc en fait, moi, j'y vois pas vraiment un parallèle parce que c'est pas les mêmes enjeux, quoi, quand même. Okay. Après, vous avez aussi un impact sur les gens qui travaillent autour de vous sur un film, mais c'est pas le même genre d'impact. Non, mais même, oui, et puis même, moi j'espère que là, le film, il est fait pour poser des questions, il assène aucune vérité, il est là pour... moi j'espère que les gens, quand ils le voient, après, ils réfléchissent justement à ce qui fait une société, la différence entre la morale et la justice, la vérité, tout ça, etc. Enfin, ça pose des questions, film, pour moi en tout cas, un film, ça peut poser des questions.
mais c'est quand même pas la même chose. Alors intéressons-nous un petit peu au casting de votre premier long métrage. Déjà, comment s'est faite votre rencontre avec Noé Habitat qui joue le rôle de Nora? Noé, je connaissais très bien son travail. Elle a débuté sur Ava quand elle avait 17 ans, puis après j'ai regardé tous ses films, ses courts-métrages, tout ça. Donc je connaissais très bien son travail et j'avais envie de travailler avec elle. Et je lui ai envoyé le scénario et ça s'est fait comme ça en fait, hein, tout simplement. Elle a aimé le scénario, on en a parlé, on était d'accord sur ce qu'on voulait faire. Okay. C'est d'abord une rencontre de travail. Après, c'est vrai que depuis, on est devenus amis, je l'adore. Mais au départ, je ne la connaissais pas, non. Ok. Et le reste du casting, du coup, comment il s'est construit notamment, par exemple, la participation de François Morel. François Morel, c'était c'était la directrice de casting, Dorothée Auboiron, qui l'a proposé, il me semble, si je me rappelle bien. Et François Morel, c'était plus parce que c'est pareil, en fait c'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais pour le coup, c'était par rapport à Noé Habitat et le rôle de Nora. Là, c'était vraiment en contre-emploi. Ouais. Et c'est ça qui m'amusait. Et je pense que c'est ça qui a amusé aussi François. C'est de jouer vraiment un personnage qui est très éloigné de ce qu'il est dans la vie. Et de ce qu'il a l'habitude de faire aussi. Je pense qu'il y avait un petit challenge pour lui qui était amusant, quoi. Et il l'a remporté, quoi. Et du coup, Anders Danielsson Lyle qui joue le policier, pourquoi ce choix-là? C'est surprenant aussi de voir un policier qui exerce en France mais avec une autre nationalité aussi. Ouais, après, pour être policier en France, il faut avoir la nationalité française. Là, on se dit qu'il l'a forcément. Ouais. Et l'idée, c'était voilà, qu'il ait vécu, qu'il ait un parent qui soit norvégien, qu'il ait grandi en Norvège. Et vous avez adapté le scénario par rapport à lui ou c'était déjà le cas dans vos premières versions? Non, j'ai adapté. Ok. J'ai adapté. Et franchement, ça part d'une envie. C'est pareil, en fait, c'est un comédien que j'estime beaucoup, que je suis, dont je connaissais très bien le travail et en qui je crois, quoi. Et je pense que pour le personnage, c'est aussi que chercher quelqu'un qui puisse avoir à la fois un pouvoir de séduction, enfin qui soit séduisant, un peu attractif et tout, et inquiétant, et qu'il ait quelque chose de trouble. Et je pense que Anders, dans les films qu'il avait fait, il y avait à chaque fois un aspect qui pouvait m'intéresser, et donc j'ai envoyé le scénario aussi, et je pense que c'est cet aspect trouble justement qui lui a plu, lui. On va l'interpréter, il a un petit côté inquiétant. J'aimerais juste vous entendre aussi sur le personnage donc, de Jordan Blessy, qui a un personnage là aussi particulier. Comment vous avez fait pour caster Alexis Nice? Alexis, il était pas du tout comédien, donc je cherchais pour le rôle de Jordan Blessy quelqu'un qui vienne du Nord quand même, pour quelque chose de se rapprocher plus de la réalité. Et donc on a ouvert le casting à des non-comédiens. Et Alexis, c'est vrai qu'il était remarquable et qu'il nous a touchés déjà, enfin physiquement parce qu'il correspondait à ce qu'on cherchait, quelque chose à la fois un peu d'enfantin et en même temps pareil de trouble. Et il est très photogénique, tout ça. Et puis après, il a énormément travaillé et il s'en est très bien sorti, quoi. Ouais, il y a quand je revois même l'affiche du film, il y a cette carrure aussi qu'il a par rapport au personnage de Nora qui est aussi qui est beaucoup plus fluette, qui est assez intéressante, je trouve, ce petit mise en parallèle aussi. Ouais, non mais c'était ça. À la fois, enfin, il peut avoir un truc inquiétant et imposant avec son regard, tout ça, et en même temps, il a des traits encore enfantins. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que de toute façon, il y avait un parallèle, évidemment, voulu et traité et travaillé entre la trajectoire du personnage de Jordan et la trajectoire de Nora, c'est-à-dire qu'ils évoluent tous les deux à travers pendant le film et ils grandissent, quoi. Ouais. Ils s'émancipent avec toutes leurs différences et en même temps, ils ont des trajets similaires, quoi.
Oui, en parlant du personnage qui grandit, c'est vrai que c'est très rare de voir un personnage aussi âgé que celui de Nora encore vivre chez ses parents au cinéma, mis à part sous une forme comique si on pense à Tanguy ou quoi. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à traiter de ce trait-là de personnage ? Déjà, je pense que quand on fait des longues études, on reste beaucoup plus longtemps chez ses parents, donc c'est pas quelque chose, surtout à Paris, c'est pas quelque chose c'est pas un cas isolé, quoi. En réalité, je pense que c'est assez fréquent et c'est très lié aussi à notre époque. Et puis après, il y avait tout le contexte, il y a tout le contexte dans le film où elle est un peu justement enfermée dans cet appartement, avec cette histoire familiale qui est lourde, avec cette mère qui a ses propres regrets sur sa vie, le poids de tout ça, d'une revanche sociale qu'elle porte, liée au déclassement de ses parents qui sont immigrés d'Algérie. Et donc il y a tout ça qui était très important et qui explique aussi le fait qu'elle soit encore dans l'enfance, quoi. Enfin, elle est pas du tout, elle est pas encore devenue une adulte, et à 26 ans, on peut l'être comme on peut ne pas l'être, en fait. Ça dépend des gens. On est aussi très surpris en voyant votre film. On s'attend à un film donc judiciaire et finalement on prend plus d'importance à s'intéresser à cette histoire d'amour entre Nora et Alexis. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix-là ? En fait, l'histoire d'amour avec Alexis, elle est très incarnée par des séquences qui sont un peu marquantes. Mais en réalité, il y a les 3 fils, et même au montage, par exemple, on a fait assez attention. Okay. Justement, il y a vraiment l'aspect familial, l'aspect amoureux et l'aspect du cas judiciaire. Moi, de toute façon, c'est ce qui m'intéressait. J'avais pas du tout envie de faire un film de procès ou ce qui m'intéressait, c'était de faire un film sur le portrait intime d'une femme qui a une position, une fonction dans la société. Mais c'était par le biais intime. Et l'intimité, ça passe justement par la famille, par les relations amoureuses, comment en fait son travail interfère là-dedans et comment ça trouble ce qu'elle est et d'avoir évolué là-dedans. C'était ça qui était intéressant. Parce que sinon, en fait, voilà, pour moi, c'était moins classique et plus intéressant. Et donc là, vous parliez de montage. Ce dosage, il a été compliqué à trouver, donc pour pas avoir trop de familial ou trop de judiciaire ou trop d'histoires d'amour. Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes qui ont sauté au montage ? Oui, alors déjà, de toute façon, ce dosage-là, il était dans le scénario. Et après, c'est vrai que au montage, ça a été une question qui était récurrente, quoi, et de montrer les choses sans en dire trop, laisser aussi le spectateur pouvoir se faire comprendre les choses sans les expliquer non plus, les souligner trop. Et oui, il y a plein de choses qui ont sauté, notamment, dans la première partie, on la voyait beaucoup plus galérer sur des trucs un peu mais qui n'était pas essentiel. On a recentré sur le sujet et du coup cet équilibrage-là, il a fallu le refaire. Parlons aussi mise en scène. Comment vous travaillez vous sur un tournage ? Est-ce que vous êtes du genre plutôt très prévoyante ou plutôt aussi à changer sur le moment ? Les deux. Un mix des deux. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, moi je prévois tout, parce que surtout là sur un premier long métrage, j'avais besoin de travailler, que tout soit précis et avec mon équipe, quoi. Parce que j'étais vraiment pas toute seule. Donc on a beaucoup travaillé en amont, que ce soit le découpage avec le chef opérateur Martin Ritt, les ambiances lumière, avec des références, des photos, des films, etc. Voilà, mais tout était très prêt. Même sur le jeu des comédiens, les intentions et tout, c'était très précis. Mais après, c'est vrai qu'une fois que justement cette base-là, elle est posée et qu'on y arrive, je laisse un peu plus de liberté, des possibilités de proposition et après aussi de s'adapter au moment, à ce qu'on a fait. Voilà, c'est quelque chose qui est mouvant, mais c'est vrai qu'il y a une base très solide, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de post-synchronisation dans votre film. Dites-moi si je me trompe. Si c'est le cas, pourquoi avoir travaillé de cette façon ?
Non, pas trop, hein. Non, pas trop. Bon, bah alors c'est que je me trompe. J'avais cru voir aussi après au générique une petite mise en avant de ça, mais j'ai dû rêver. Non, il y en a eu, mais pas tant que ça. Après, c'est surtout sur les séquences, par exemple, avec la pluie Ouais. dans la voiture. Où là, par exemple, la pluie, ça masque le son. Donc voilà, mais on a essayé le moins possible, hein. On a essayé de garder les in et même au tournage, c'était une volonté avec Thomas Guitard, le chef opérateur son. C'était vraiment une volonté. On a essayé le moins possible de faire de la post-synchro parce que ça se sent effectivement. Mais là, non. Ok, super. Vous filmez la dépression de façon très frontale, notamment à travers une séquence de nourriture nocturne. C'était quoi la volonté derrière cette frontalité? Je crois que de toute façon, de manière générale, ma mise en scène, elle est assez frontale, que ce soit les séquences de sexe, d'amour, les séquences avec son garde à vue et après en prison et tout. Il y a un truc, de toute façon, c'est général, quoi. Donc voilà, et c'était aussi sur cette séquence en tout cas de boulimie, c'était aussi d'incarner comment au bout d'un moment, en fait, le corps lâche, enfin l'esprit et le corps lâchent. Et ça aurait pu être de l'alcool, de la drogue, voilà. Là, j'ai préféré quelque chose de quotidien qu'on a sous la main et voilà, de quelque chose d'habituel qui devient un peu monstrueux, quoi, et qui dépasse. Et le personnage finit par se faire du mal parce qu'elle échoue. Vous avez parlé un petit peu du soin qui a été apporté à l'image, c'est vrai, ça se ressent, mais aussi donc un petit peu du travail sur le son. Il y a aussi la musique qui a une part importante dans votre film, elle est composée par Olivier Marguerite. Comment vous avez travaillé avec lui? Quelles étaient vos intentions? Olivier, en fait, ça a été très bien parce qu'il est arrivé assez tôt dans le processus du film, enfin en prépa. Du coup, on a pu parler de ce qu'on voulait. L'idée, c'était que la musique incarne vraiment l'intériorité de Nora, même si ce qu'on voyait à l'image est en contradiction. Donc la musique, elle a justement quelque chose d'assez doux, atmosphérique, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de la mise en scène qui peut être assez frontale. Et il y avait quelque chose comme ça, un peu en décalage. Et Olivier, en fait, il a commencé à réfléchir à des ambiances, des pistes sonores, tout ça, etc. Pendant qu'on était en tournage, où il recevait les rushs. Et ça a été super, quoi, parce que ça veut dire que quand je suis arrivée au montage, j'avais déjà des ambiances qu'on avait choisies, que lui, il avait pu travailler, et qu'il a continué à travailler après, vraiment à l'image et par rapport au montage. Mais on a eu le temps de travailler, quoi. Ça c'est cool d'avoir ce temps-là, mais surtout pour même un premier film où ça doit pas être forcément toujours le cas. Est-ce que vous avez été influencé par d'autres œuvres du coup pour ce premier film? Est-ce qu'il y a des films auxquels vous avez pensé, vous êtes référé? Il y en a eu plein, hein. Pour la lumière, l'image et tout, Mother de Bong Joon-ho. Pour le sujet, notamment le lien entre le prévenu et l'avocat, il y a Third Murder de Koreeda qui est hyper bien. Et après, il y a les documentaires de Pardon, il y a d'autres documentaires, notamment un documentaire de Ève Duchemin qui est le portrait d'une directrice de prison. Pour le personnage, ça c'est vraiment un documentaire qui a été hyper important, je pense, pour Noé Habitat, pour construire un personnage qui était à la fois qui avait justement une fonction décisive dans la société, ce qu'on voit dans le documentaire de Ève Duchemin, et qui en même temps a du mal à se construire, quoi. Parce que donc vous lui avez proposé de regarder ce film-là, c'est ça? À Noé, ouais. Ah bah oui, non, mais de toute façon, chaque corps de métier, j'ai demandé à regarder des films, des références, que ce soit pour l'image, pour le jeu, pour la déco, pour tout, quoi. Ok. Et est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet ou là vous êtes vraiment focus sur cette sortie? Non, je travaille sur un autre projet avec Camille Delot, la même productrice. Et j'ai hâte. Je l'adore. Voilà, non, il est bien. Bon, il y aura toujours cette frontalité du coup dans ce projet-là? Je sais pas parce que là j'en suis vraiment pas là. Je suis plongée dans le scénario. Je suis plongée dans le scénario. Après, de toute façon, je crois que j'ai
un rapport à la réalité qui est à la fois en défiance et à la fois qui me fascine et que j'ai envie de confronter. Donc oui. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? J'ai vu Borgo, que je trouve bien. Ouais, de Stéphane Desmoustiers, qu'on a adoré et qu'on avait reçu d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, mais bon, là, il est en même temps que moi, donc un film que j'ai vu récemment. Après, on peut faire un double programme avec votre film, puisque finalement, il se tourne dans des milieux qui sont assez similaires, en tout cas. Mais c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il y a pas mal de... Enfin, c'est pas du tout la mise en scène et tout, mais il y a des points communs. Mais du coup, c'est peut-être pas super de dire ça. Qu'est-ce que j'ai vu là récemment? On reste sur Borgo sinon. J'ai vu les Goonies, on peut le dire ou pas? Ah bah oui, les Goonies, ça se prend, c'est un autre style. Mais c'est marrant que vous citiez ce film. C'est quoi? C'est un film câlin un peu pour vous? C'est quoi? J'ai regardé avec mon fils, les Goonies. Je l'ai regardé avec mon fils et je l'ai redécouvert parce que je l'avais pas vu. Je l'avais vu quand j'avais 13 ans, je pense. Enfin, vraiment toute jeune. Et j'ai trouvé ça super bien fait et drôle et émouvant, tout ça. Enfin, bon, c'est comme le Spielberg. Bref, je revois des films pour les enfants. Et c'est intéressant de les redécouvrir avec un œil adulte. Ouais. Ouais, c'est pas du tout la même lecture. Et voilà. Bah c'est cool, ça nous change des choix qu'on a habituellement aussi. Donc recommander les Goonies, ça nous refait revenir je recommande les Goonies. Les Goonies, voilà. Les Goonies. Oubliez Borgo. Non. C'est ça. Allez voir Première Affaire surtout. C'est ça. Important, c'est un premier film. Voilà. Ouais, parce que j'imagine que c'est... Après, même si vous êtes déjà en préparation du second, ça a quand même un impact sur votre future carrière. Oui. Après, là, le film, heureusement, il a fait pas mal de festivals à l'étranger, que ce soit à Locarno ou en France, quoi. Et du coup, voilà, la presse, elle est plutôt bonne, tout ça, etc. Donc, le film, en fait, il existe déjà un peu. En tout cas, il a été sorti par un truc, il existe. Après, le succès public, c'est quand même autre chose, quoi. C'est pas un film de toute façon grand public. Oui. Pas de raison, par le casting, de par le sujet, de par justement même la mise en scène qui est un peu frontale et tout. Enfin, c'est pas un film facile et feeling good, quoi. Donc voilà, et puis c'est un premier film et tout. Donc de toute façon, bon, on est quand même dans une industrie qui est difficile. Après, oui, ça impactera mon second film, mais on verra. Je pense que c'est surtout les scénarios qui comptent. Bon, bah c'est bien, donc ça reste sur ça, au moins c'est qualitatif, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Victoria Musier-Delac. Votre premier film, donc Première Affaire, est toujours en salle. Et merci donc à nouveau, Victoria, pour ce moment passé en notre compagnie. Merci beaucoup. Vous avez arrêté le début de l'émission, pas de souci. Les tops sont là pour vous résumer notre partie débat en un seul classement. Et on commence par le top 1 de chaque chroniqueur. Hugo, ton top 1 de la semaine. Challengers. Bon, Nino. Challengers. C'est un bon là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai précisé. Marie-Laurence. Notre Monde. Alors, Notre Monde qui était au Cinémed et qui est sorti la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un film de Nuala Bajrami, j'en ai pensé beaucoup de bien, puisque c'est mon top 1. C'est le deuxième film de Nuala Bajrami. Ouais, je crois que c'est ça. Et sur la condition des étudiants et étudiantes au Kosovo, comment est gérée l'université, comment ils font pour faire leurs études, le fait que c'est un pays où il y a pas mal de soucis sociaux, et c'est hyper
intéressant, c'est assez coup de poing et ça fait réfléchir. Et j'ai adoré le duo d'actrices, elles sont assez incroyables, franchement. Et puis ça dure pas très longtemps, donc franchement, allez voir. Ça fait Hugo plaisir. est moins enchanté, je crois. Alors, je Mais crois. Hugo, on l'écoute pas, je crois. Non, mais je me souviens des qu'à Verts, l'époque, je l'avais bien aimé, mais aujourd'hui, je m'en souviens plus trop. Mais si vous réécoutez ce que j'ai dit au Cinémed, je crois que j'en avais dit du bien. Oh, la technique pour faire écouter les émissions. Et pour esquiver d'avoir à parler aussi. Ouais, bien sûr. Donc je pense qu'on a fait le tour de table aussi, il n'y a personne d'autre. Non, Marie, ton top 1 de la semaine. Challengers. Ouais, en plus c'était pour dire Challengers, donc t'as le droit. Parler là finalement. Ouais. Et toi, Simon bon. Et moi, c'est Challengers aussi. Bah alors, étonnant. J'ai pas dit que c'était mon top 1 de l'année même pour le moment. Donc au classement pour l'équipe, 3ème Back to Black cette semaine de Sam Taylor Johnson, 2ème Première affaire de Victoria Mudieslak. Allez. Mudieslak. Premier Challengers de Luca Guadagnino. Allez le voir. J'ai hâte. Bravo Lucas. Vous m'avez bien vendu. C'est pas le nôtre, c'est un autre Lucas. Pas l'autre, ouais, un autre. Moi j'ai eu un doute pendant 2 secondes. On a énormément parlé de jeux ce soir. J'ai un film aussi. Ah, t'as vu? Oui. Bon, vas-y. Vas-y. Je savais même pas. T'as vu quoi? Ah oui, c'est vrai. Skydome. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un film hongrois en rotoscopie. Vous voyez ce que c'est la rotoscopie? Oui, bien sûr. Non, je vois pas. Film d'animation avec des acteurs, mais où ils redessinent par-dessus. Okay. J'aime beaucoup ce style, moi. Ouais. Et c'est un film d'anticipation. Bon, c'est un peu déprimant. C'est en genre catastrophe écologique et tout, mais je trouve que les thèmes sont assez bien traités et tout. J'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu à Annecy à l'époque. Je sais pas où est-ce qu'il passe le film. Oui, d'accord, c'est pour ça que si vous avez l'occasion de le voir. Je sais pas où il passe, d'accord. Non, mais c'est comme pour le Vendalak, on sait toujours pas où il passe. On va voir une question. Est-ce qu'il faut avoir vu les 2122 autres avant Non, parce que c'est juste le titre du film. Merci Hugo. C'est fou parce que en Hugo, j'ai trouvé quelqu'un de pire que moi. On a énormément parlé donc de jeux ce soir. Jouer au tennis est un jeu. Passer à la barre en est un autre. Finalement, il faut jouer la comédie et monter sur scène les tout autant. Alors il serait peut-être temps de jouer aussi à notre tour. C'est parti pour le quiz présenté pour la première fois, for the first time, oh my God, par Marie, celle qui est dans les matinales est complètement crazy loco. Folle. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Oh là là, ça fait bizarre d'être sur la chaise du maître là. C'est la première fois que t'es sur cette chaise. Oui, c'est la première fois. Je vous vois sous un autre angle. C'est vrai ? Je devrais rester plus souvent là. Ouais. Vous entendez tous ? Tu ressembles encore plus à Millie Bobby Brown. Putain, je sais pas le dire, mais c'est vrai que tu lui ressembles beaucoup. Hein. Je trouve toujours pas, mais beaucoup de gens me le disent, mais je vois pas. Il y a Mixem qui cherche des sosies pour sa prochaine vidéo. C'est vrai ? Bah écoute, j'enverrai un petit truc. Bon alors, aujourd'hui, c'est moi qui fais le quiz. Je suis très contente. Donc les équipes seront composées de, à ma droite, Marie-Laurence et Simon avec Marie en chef d'équipe, et à ma gauche, Hugo et Nino avec Hugo en chef d'équipe. L'équipe qui va gagner. Ok, on verra ça. Attention. C'est pas Hugo, attention. Bon alors, pour commencer, vous savez très bien qu'il faut trouver le titre du quiz. Premier quiz pour nous. Premier quiz. Back to quiz. Back to quiz. C'était Qu'est-ce que tu fais, Simon ? Je regarde, c'est. Elle nous a trahi. Non, mais ça y est, on a C'était back to quiz. Triché aussi avec moi, tu voulais voir mes non, mais on avait donné notre réponse. J'essaie de voir. On a un point. Vous avez un point. Super. Très bien joué. Franchement, le titre était mauvais. Rageux. Ensuite, dans quelle œuvre entend-on cette musique ? Euphoria. Redites. Euphoria. Non. Call Me By Your Name. Mais t'es sur la bonne longueur d'onde. Ah, c'est Shake It Up. Spider-Man. Ouais. Malcolm et Marie. Ah ouais, putain. Bien joué. J'avais oublié ce film. Moi aussi. Ça fait 2 points à 0 pour l'équipe de Malcolm et Marie-Laurence. C'est Netflix, on les oublie. Ensuite, en or ou en bois, je vais vous citer des informations et vous allez devoir me dire si elles sont vraies ou fausses. 3 ans après leur César d'honneur, l'équipe du Splendide s'est confiée sur l'écriture d'un nouveau volet de la saga Les Bronzés. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Non. Moi je dis en or. Alors, je te suis. Ça arrive, donc non. Simon ? Marie ? On dit en or. Vrai ? On dit en bois. Ils étaient à la une de Paris Match. Eh ben, c'est faux.
Non, mais je suis limite J'ai tout misé sur la ligne de Paris Match. J'ai trop fait confiance là. Ils se sont bien réunis, mais c'est pour dire qu'ils n'en feraient pas. Voilà. Ah, d'une certaine façon, ils en ont parlé. Oui, ils en ont parlé, mais ils vont pas écrire de. Mais je suis limite plus content du fait qu'ils le font pas plutôt que du fait d'avoir un point en fait. Ah oui, non, mais je suis totalement C'est clair. d'accord. Mais même eux, ils se trouvent trop vieux pour le faire et pour jouer ensemble. Donc on est bien d'accord. Déjà le 3. Ça, c'est triste par contre, mais. Bip bip. Ouais, là, on aurait bien besoin de ça. Ensuite, Ryan Gosling a un jour interprété un super-héros qui vole. C'est vrai ou faux? Cette info. Oh, l'info. Alors là. C'est tellement random que j'ai envie de dire en or. Oui, parce que. Vas-y. En or. En or? Oui, c'est vrai. Et non, c'était faux, ils veulent pas en fait. C'est vrai, c'était il y a 25 ans, le jeune Ryan Gosling a incarné un jeune ado dont le super pouvoir était de voler dans le pilote de The Unbelievable. Voilà. Ok. C'est juste ça son super pouvoir? Ah oui, il vole. Ah d'accord, super. Et Ryan c'est pas Gosling très pratique, qui a l'affiche de The Fall Guy. Oui. Et oui, c'est bien pour ça que je le cite. Ensuite, elle avait juste envie de mettre cette info en fait. Je te jure. Alors, le projet d'un biopic sur Cléopâtre est de nouveau au programme, mais plus question de Angelina Jolie dans le rôle principal. Ce sera Zendaya qui sera sur le trône d'Égypte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Franchement, ce serait bien. Ouais, je crois. Ce serait bien, mais j'aimerais bien. C'est pas confirmé, mais c'est normalement oui, en vrai. Bon, bah, en or. En or. Ouais. En or, tout le monde? Oui. En or. Mais c'est pas confirmé. Eh ben, c'est faux. Du coup, c'est parce que c'est pas confirmé. Non, bah, ils l'ont même pas énoncé. C'est Gal Gadot qui est pressenti pour le rôle. Non, mais il y a plusieurs projets. Ah ouais? Ouais, il y a un projet avec Denis Villeneuve. Parce que je le sais, parce que moi je l'ai cité dans les news il y a quelques mois, je crois. Donc, Très bien, bah super. Moi je demande la VAR. On demande la VAR. D'accord. J'ai pas du tout compté les points par contre. Ça change rien. Attends. Il y avait un point. 5-2, je crois. Je crois qu'on a 14 nous. 14, et en face, ils ont moins 6. Ah oui, tant qu'à si faire. tu nous comptes le dernier point, 5-2, sinon 4-1 pour rester. Ok, voilà. bon bah. Tu fais comme tu veux. 2 parce que nous aussi on a dit comme eux pour Cléopâtre. Ah oui, c'est vrai. Bon bah, les 5-2. Elle veut pas nous mettre 2 points, Marie. Purée. Ah non, c'est nous 5. Oui, c'est vous 5. Oui, c'est bon en fait. Vous gagnez. Arrêtez. Alors, qui a dit? Je pensais que tout le monde voulait voir ça. Et puis je me suis dit, waouh, j'ai dû vraiment tout foutre en l'air. Personne n'y est allé. Non. Et le film a reçu des critiques horribles. Ça m'a vraiment fait flipper parce que je me disais, non. Je comprends pas, c'est si Ryan mauvais. Gosling? Non. Fincher. Ce qui m'a le plus fait peur, c'est de ne peut-être plus savoir ce qui est drôle. Le fait de me remettre en question. Non. Ce film a été définitivement une prise de conscience pour moi et ça m'a vraiment affecté pendant longtemps. Adam Sandler? Non. Philippe Lachaud? Non, c'est un américain. C'est un film qui date de quand? C'est un film qui date de 2016. Steve Carell? Un film de 2016. Non. Will Ferrell? Non. T'as un indice? Non, faut chercher un mec pas drôle. Un indice, bah c'est un grand nom du comique Jim américain. Carrey? Non. Chris Rock? Non. Jeu d'Apatow. Vous voulez que je vous dise ou pas? C'est un réel ou c'est un autre indice? Un autre indice. C'est un réel ou un acteur, t'as dit? C'est un acteur. Ah, un acteur. Ah, non, je sais pas. Il est... c'est un gros indice. Hein, Robert Downey Jr. Non, il a joué dans l'Agneau au musée. Ben Stiller, je l'ai dit. Oui. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit au tout début. Oui. Et bah j'ai pas entendu. Tu m'as dit. J'ai dit Ben Stiller, elle m'a dit non. Non. Il parlait je veux vraiment pas te donner de points en fait. En plus, il l'a dit avec beaucoup d'entrain. C'est vrai. J'ai même dit après Ben Stiller, il a dit ça il y a pas longtemps. C'est vrai. Ouais, il parlait de Zoolander 2, non, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et ben c'est ça. Bien joué. Super. Je suis vraiment pas douée pour les quiz, mais c'est pas grave. Mais t'inquiète. Alors, la John Watson. Question à choix multiple. Vous gagnez 3 points si vous êtes la seule équipe à trouver la bonne réponse et 2 si les deux équipes donnent la même réponse. On vient d'apprendre qu'un film de Robert De Niro a été censuré par la CIA. De quel film s'agit-il? Par la CIA, sérieux? Ouais. Le nouveau... Il y a des propositions, attention. Le nouveau stagiaire. Sleepers. Mon beau-père et moi, The Wizard of Lies ou Les chemins de la dignité. Je suis sûre que c'est... Bah, mon beau-père et moi, parce qu'il y a Oui, je suis sûre que c'est ça. Moi je pense que c'est mon beau-père et moi. Mon beau-père et moi. Mon beau-père et moi. Ça serait trop drôle. Ça me ferait crever de rire. Et ben c'est ça. Oh putain, mais c'est tellement drôle. Parce qu'il y a une scène d'interrogatoire avec un parce qu'il est agent de la CIA dans le film. En fait, c'est une scène qui a été censurée avant même la sortie du film. En fait, si vous vous souvenez, le personnage de Robert De Niro est un ancien agent de la CIA. Et du coup, le personnage incarné par Ben Stiller devait tomber sur des manuels de torture de la CIA. Ce qui ne leur a pas trop plu. Du coup, ça a été remplacé par des photos de Robert De Niro avec des personnalités internationales. D'accord. Bah bravo. Voilà. Trop drôle. Maintenant, non. Ça fait 2 points chaque équipe alors. 7-5, 2 points à chaque équipe, c'est ça? Non, pas 7-5.
Oui, si, c'est ça. Bah, Oh là là, je suis Et vraiment qui a 7 désolée. et qui a 5? Bah, vous avez 5. Nous, on est et derrière ils ont Simon, 7. c'est ça qu'il faut se Oui, dire. oui, vous perdez. Voilà. Maintenant, on passe au quiz spécial. Et cette semaine, le quiz spécial est les films biographiques. Ah, Rapport à aïe, ça. ça va être dur. Hein. Ok. Alors, qui c'est cela? Donc, je vais vous dire un duo de personnages et vous allez devoir retrouver de quel film ils sont issus. Patricia et Mauricio. House of Gucci. Oh, bien Wow. joué. Très très fort. Marie, J'ai pas vu, mais ça Laurence, sonnait bien. Marie-Laurence, bien joué. Marie-Laurence, c'est meilleur que Marie-Laurence. Marie Pistolet. C'est vrai. C'est vrai. Un autre alter ego. C'est vrai. bien Peut-être que je devrais garder ce prénom maintenant. Bah, c'est ton prénom de toute façon. Ouais, donc, c'est vrai. Mais le mettre en avant, quoi. Maintenant, une réplique de film. De quel film est tirée cette réplique? Oh là. Monk, t'as dit? Non. Je parle du policier, du mec. Manque. Ah oui. Attendez, ça va arriver. J'allais dire là. La Passion du Christ. Non. Vous trouvez pas? Ah, si, Frankenstein. Non, je le sais. Ah. Elephant Man. Oui. Oh, waouh! J'aurais jamais eu. Nous sommes à 7 partout. C'est On a marrant parce que égalisé. ce film, je l'ai analysé, je fais des cours d'analyse sur ce film, j'ai pas trouvé direct, alors que cette scène-là, Elle est iconique. elle est c'est vraiment- dans mon analyse. Ah ouais? En plus. Ah bah super, En plus. Simon. Ça t'a marqué. Heureusement que t'as gagné, hein, t'aurais eu la honte sinon. On passe au résumé raté. Alors, c'est l'histoire d'un homme et de son pote qui veulent planter un drapeau sur une montagne nue. Mais en fait, ils se font capturer... Himalaya. Hein? Voilà. Ils se font capturer par des Everest? rose beef. Ah non. Non. Par des Qui veulent, De roast beef. qui veulent L'homme pas qui voulait faire être roi. copain-copain. L'homme qui voulait être roi. Non. Sept Avec ans au eux. Tibet. Oui. Très fort. Putain, mais vous êtes trop Mais chaud Marie, C'est là. un biopic. Tintin, il existait? C'est un biopic de qui? C'est un biopic du le gars qui fait De gars l'ascension. qui a fait ça, ouais. Et voilà. Voilà, Et c'est voilà. sur son Film histoire. biographique, elle a dit. Ah, mais c'est le film Oui, sur Inoxtag. biographique. Biopic, Ouais, c'est ça. Biopic, c'est souvent star, mais là, film biographique, elle a dit. Attention, petite nuance. Ouais, oui. On Ah oui, passe c'est au quelque jeu des chose. synonymes. Question de rapidité. Le principe est simple, j'ai remplacé tous les mots d'un titre d'un film par des synonymes et vous devez retrouver le film. Attention, une incroyable fable de l'horloge. Une merveilleuse histoire du temps. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Je sais pas, j'ai pas la. Oh là là, c'est Ça fait serré, c'est combien serré, ça fait 8-8. Wow, le symbole de l'infini. C'est vraiment très J'ai fort. pas bu assez de café, je crois. Ouais, va falloir te C'est la réveiller. faute du hein. café. Hein. Allez, Marie-Laurence. Je vais me faire un café. Ensuite, merci le Québec. Donc maintenant, je vous dis un titre du Québec. Il faut retrouver le titre français. Ouais. Au-delà du jeu. The Gambler. Non. C'est quoi ces films que tu La cites règle du jeu. Le grand jeu. Non. Attends. Au-delà du jeu. C'est un biopic. The Game. Money Drop. C'est un biopic qui est sorti il y a pas très longtemps. Money. Qui est sorti, enfin, Oui, non. putain, tu as dit. rapport avec un des c'est films ça. qu'on a traité ce soir. C'est le même thème. Là, une chanteuse. Non. Quoi Un biopic sur Bob Priscilla. Marley. Un biopic sur Priscilla. Elvis. Elvis. Non, c'est pas, non, pas chanteuse. Sur du tennis. Ouais. Borg Ah, McEnroe. Borg McEnroe. Ouais. Battle of the Sexes. Ah ouais. Attends, Bah, au-delà attends, du jeu. j'ai peur que vous Le l'ayez truc cité, mais j'ai pas avec, entendu. Will Smith, là. Ah, la ouais, méthode Williams. La méthode Williams. C'est Ah ça. mais oui. C'est exact. Et ils prennent la M'énerve. tête avec 9 points à 8. Oh là là, faut se ressaisir. La violence. Elle On pas est vieux, très ok, convaincue. c'est bon. Hein. Ensuite, nous passons à Sacré Film. Je vais lister 3 films biographiques par équipe. À vous de les remettre dans l'ordre chronologique de sortie. Ok. Wow. Alors, on va commencer par ceux qui ont plus de points. L'équipe de Hugo et Nino. Alors, Colette, Coco avant Chanel et Clo-Clo. On reste dans les C. Clo-Clo, c'est le dernier, je pense, non? Ah ouais? Clo-Clo, c'est quoi? C'est genre 2005, non? Ah, mais attends, dans l'ordre chronologique de sortie ou dans l'ordre chronologique des événements qui sont montrés dans le Non, film? de sortie, de sortie. De sortie. Non, bah ok. attends, Ce sinon. serait- Faut pas abuser non plus. Ok, Clo-Clo, Clo-Clo, je crois que c'est genre 2005, 2006. Ouais, par c'est là, fin non? des années Mais les 2000, autres, ouais. je n'ai aucune idée. Tu peux les redire? Où ils sont Colette, Clo-Clo et Coco avant Chanel. Coco avant Chanel, Clo-Clo et Colette. Allez, vas-y, je te suis. Vous dites ça? Ouais. Je crois que c'est le bon. Non. C'est le bon ordre. Waouh, ah, le pif. Coco avant Chanel est sorti en 2009, Clo-Clo en 2012 et Colette en c'est quoi, 2018. Colette, Bah, c'est alors, l'écrivaine l'écrivaine, Colette qui se fait avec passer Keira pour Knightley. un homme et tout. Colette quoi. Donc ça fait 3 points, c'est Merde. ça pour eux, là Vraiment, je ne connais pas. C'est que un point, non?
Bah, ils ont tout remis dans l'ordre, ça pourrait faire 3 points. Ok. Et sinon, on en remet un sur 3, bah voilà. Bah, c'était comme tu veux. Hein. Non, mais très bien, 3 points. Non, mais comme ça, vous allez perdre, on aura plus d'avance. Donc, calme-toi en fait, tu te calmes direct. Vas-y, alors nous, c'est quoi nos films? Vous, c'est Michael Collins. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. Pas du tout. Avec C'est un Liam film de- Neeson, Non, mais Julia ouais. Roberts, Alan Rickman, tout ça. Ça La va, jeune on fille à la donne des perle. Ouais, c'est ce que j'ai. Et Arrête-moi si tu peux. Mais attends, c'est. Attends, arrête-moi si tu peux. Michael Collins. Je sais pas ce que c'est et quoi, la quoi. jeune fille à la perle. Ouais. Je pense ça. Ah bah, je te fais confiance, hein. Je voyais des films que je vois pas c'est quoi. Donc, Vas-y. Ok. Bah, c'est pas ça. Alors, c'est dans l'ordre Michael Collins qui est sorti en 96. Ensuite, nous Ah, avons c'est Arrête-moi vrai. si tu peux Et en ensuite, 2002 et La jeune fille à la perle Oh. en 2004. J'aurais jamais trouvé. Donc on a un point parce que Donc la vous avez jeune un fille point à la parce que La perle. jeune fille à la perle était au Sympa. bon endroit. Très bien. C'est un peu le T'es à mastermind. l'affût, toi, hein, pour les. T'es à Pour les l'affût pour points, les bah. c'est points. le motus. Ils ont 2 points d'avance là, c'est chaud. Ouais. T'inquiète, Voilà, t'inquiète. Alors, le pas tourné, lequel de ces chanteurs n'a pas eu de biopic? Ok. Nous avons Ian Curtis du groupe Joy Division, Brian Wilson, le leader des Beach Boys, 50 Cent, Mike Jagger des Rolling Stones et Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols. Tu crois vraiment que 50 Cent c'est un Je pense que c'est Mick Jagger. Tu vois un film sur Mick Jagger? Non, mais après, je. Tu Non. peux nous redire les noms? Ian Curtis du groupe Joy Division, ils sont dans l'ordre. Hein. Ouais. Brian Wilson, le leader des Beach Ça, oui. Boys, Ça, oui. 50 Pas le Dano, Cent, c'est pas le Dano. Mike Jagger ou Sid Vicious. Ouais, Bon, 50 Cent, c'est un film C'est le pas bassiste de quoi, t'as biographique. dit? De Sex C'est Pistols. biographique, on est toujours. Oui, oui. Ouais, Ah ouais, ouais. il y a un film. Oui. Ok, et ben, bah, je te suis, mais Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Non, Jagger, le ok. Documentaire, ça deuxième, compte ou pas? me dit quelque Non. chose. Ok, bah on dit le bassiste. Ouais. Allez, le bassiste des Sex Pistols. Le bassiste des Sex Pistols, et ben c'était Mike Jagger. Yeah. Bien joué. J'arrête de suivre Nous Nino. sommes à 10 points pour l'équipe de Marie et Simon et 12 points Ah, pour ils ont l'équipe beaucoup de fait. Hugo et Nino. Ok. Le casting, maintenant, je vais vous citer les membres d'un casting. Il va falloir retrouver le film. Ok. On commence par Rooney Mara, Max Minghella, Dakota. Social Network. Allez, Oh ça là fait là. un point en plus. Avant, il y Ça avait une se règle resserre. que quand c'était plus dur, ça valait plus de points. Moi, je me C'est rappelle. vrai La première ligne, c'était 3 points. La deuxième ligne, tu gagnes plus que 2 points. Et la dernière, c'est plus que 1 Ah point. ouais, on a déjà fait ça. Et ben, Ouais, cette moi, je règle faisais ne ça. fait pas partie de mon quiz. Ouais, je sais. Ensuite, Tu sais, comme le 4 à la Oui, suite. oui, 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 alors, oui. comme question pour un champion. Oui, là, Ah oui, voilà. bah, de vieux, hein. Oui, bon. ok. C'est qui le supporter des Verts? Je sais pas le rapport. Bah, c'est une équipe de vieux, ça aussi. Aïe, aïe. Oh là là. C'était dans les années 60-70 que les Verts Yes. ils étaient forts. Hein. Voilà. Allez, stop, on arrête là. Pardon. Question de rapidité, dans quel film peut-on entendre cette musique? La liste de Schindler. Non. Ça marchait bien. Ouais. C'est un Imitation film... Game. Non. Non. Un homme d'exception. Non, Non. Pianiste. non. C'est un film quoi, t'as dit? C'est un film avec sur un artiste. Ah bah oui. C'est pas un chanteur. Mozart, Amadeus. Non. Ah, ça aurait été bien. C'est c'est pas pas un un chanteur. musicien. C'est pas un D'accord. chanteur, c'est un politicien. Non. C'est un artiste. acteur. Un C'est un acteur. peintre. Bah, c'est des Non. vrais C'est artistes. un film sur Picasso. Non, Polak. mais pas loin. Ah. Van Polak. Gogh. Ouais. La Passion mais c'est Van pas Gogh. le film. La Passion Van Gogh. Ouais, c'est pas celui-là. C'est Van. C'est. C'est l'épisode de Doctor Who sur Non, Van Gogh. c'est Maurice Maurice Pialat. William Ouais, Dafoe. Van Gogh. de Van Maurice Gogh. Pialat. Non, il s'appelle pas comme ça. C'est pas Putain, celui-là. comment il C'est s'appelle un autre. Un autre encore. Est-ce Ah, que c'est pas c'est celui-là. celui Non. avec Willem Dafoe? C'est ça. Ah Eh ouais, ben, j'ai c'est pas- pas- Eternity's Gate. Ah ouais. Est-ce qu'on peut avoir un point parce qu'il a trouvé le film, mais il avait pas le titre? Et moi je pensais que c'était ça, la Qui passion a Van dit... Gogh. Oui, mais t'as dit Van Gogh en premier J'ai en dit plus. Van Gogh et Willem Dafoe. Ouais, allez. C'est déjà pas mal. Ah, non mais Ça gratte de fou. et elle se laisse faire. Elle se laisse faire. Je suis très vite amadouée. Allez, donc 13 à 11 Amadeus. pour l'équipe de Amadeus. Hugo. J'allais le dire. Oh, très fort, très très fort. Et un Bon, point en duel plus time. pour Allez, celle-là. un point. Simon, je m'excuse d'avance. Hein. Le duel time. Attention. Putain, merde, Vas-y. c'est moi qui réponds là. Vas-y, champion. Voilà. C'est qui? C'est Vous Hugo avez- et Marie-Laurence, c'est ça? C'est ça, Hugo et Marie-Laurence. Donc frères et vous sœurs. avez le choix entre récompense ou acteur. Récompense? Récompense? Ouais. Ok. Lequel de ces 4 films biographiques n'a pas reçu d'Oscar? Frida, Ali, Imitation Game ou Lincoln? Alors, Ali, ça me paraît plausible. Imitation Game, c'est marqué sur l'affiche. Ah merde. Non, il y a écrit les nominations. Oui, Oui, mais oui. du coup, c'est Nomination. très récompensable. C'était comme le dernier, c'était Lincoln. Lincoln.
Je crois que Daniel Day-Lewis en a eu un pour celui-là. Donc je vais dire Frida. Frida ? Ouais. Très bien, et ben d'accord. Et ben c'est bien. C'est super. Question 2. Donc vous avez pas le choix en fait. Effectivement. Vous avez la question acteur. Oui. Lequel de ces 4 acteurs n'a jamais joué dans un biopic ? Vous n'avez pas d'image. Ah bah c'est super. Ça va, ils sont connus. Maggie Smith, Gérard Depardieu, Kevin Bacon ou Dustin Hoffman ? Kevin Bacon. Kevin Bacon ? Tu bloques ses paroles ? Je bloque ses paroles. Très bien. Mais c'est bizarre qu'elle sorte Kevin Bacon. Oui, Maggie Smith. Ouais. Bah si, peut-être. T'as pas le droit de dire, toi. Bah de toute façon, elle a bloqué Trop les tard. paroles. Oui, c'est vrai. Bon alors, donc la première question. Donc, Imitation Game a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté. Lincoln a reçu l'Oscar du meilleur acteur et du meilleur décor aussi. Mais et Frida a reçu l'Oscar de la meilleure musique de film et l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. Donc c'est moins 4 points. Donc vous Ali, redescendez il y avait Will Smith à 9. qui était nommé. Ah mais oui. Mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, c'est ça. Et pour vous, donc, Maggie Smith a joué dans Jane, le film sur Jane Austen. Ça m'étonne pas. Gérard Depardieu a joué dans La Môme. Allez. Et dans 1492. Et dans... Oui, voilà. Et Dustin Hoffman a joué dans Jeanne d'Arc. Putain, mais bien joué. Tu as gagné. Mais Marie-Laurence, elle nous est sommes là. à 15 pour l'équipe de Marie et Simon et 9 pour l'équipe de Hugo. Merci. Je remercie mes parents, mes frères et sœurs. Marie-Laurence. C'est triste. C'était beau. La nouvelle Marie, elle est incroyable. Alors que l'ancienne, on l'a détestait tous en fait, mais on n'osait pas se le dire. Je comprends, je peux comprendre. Moi j'aime beaucoup. autant Marie que Marie-Laurence. Je vous en prie. Mais tu parles de cette Marie-là, celle qui vient de faire le quiz. Que l'ancienne Marie Ah, et que Marie-Laurence. Ah, et c'est que gentil. Marie, Ah merci, on est trop beaucoup de de Marie en fait. Beaucoup trop de Très original comme prénom. Merci en tout cas pour Eh ton, ben, pour ton merci. premier quiz. Bah super, Ça ça va, vous a c'était plu. super. Ouais. Nickel, bah, Super. merci. Bon, C'était bien. on approche la fin de l'émission, mais n'ayez crainte, on a encore quelques minutes pour vous recommander des petits trucs. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et toutes les semaines, on vous recommande des petites choses plus ou moins liées au cinéma, voire pas du tout liées au cinéma. Et on commence par toi, Hugo. Tu nous proposes quoi ? Cette semaine, un petit jeu vidéo qui vient de sortir de son early access, Sons of the Forest du studio N-Night, qui est un jeu de survie. Vous incarnez un type qui doit retrouver une famille qui s'est perdue sur une île infestée de cannibales, tous fous et dangereux. Et c'est très marrant parce que c'est très gore, c'est très violent. Il y a des choses très très. Ah ouais, la violence dérangeantes. c'est marrant en fait. Non, mais parce que c'est. Ah, Super. oh, flûte. Non, en vrai, il y a plein d'aspects à gérer niveau survie qui sont super marrants. Et puis l'univers me plaît beaucoup parce que c'est débilement gore. Et moi, j'aime beaucoup quand c'est débilement gore. Mais du coup, par conséquent, je déconseille aux personnes un peu sensibles à ce genre de choses et à l'horreur. Parce que oui, ça va pas vous plaire. Juste à côté de toi, Nino, il nous emmène vers l'humour, quoi. Dans l'humour. Si vous voulez rire. C'est alors j'aime beaucoup Louis Chappé, d'ailleurs j'avais raté pour la petite histoire. Ah oui, au Red Line. Il était passé au Red Line mais il n'y avait plus de place, j'étais très triste et du coup il a sorti sur sa chaîne une vidéo de 20 minutes debout dehors la nuit je crois et voilà c'est des petits bouts de sketch mais c'est mélangé aussi il y a des sortes de petits enfin ça fait vraiment très court métrage, c'est vraiment très intéressant, il y a un peu des morceaux de rap et tout c'est assez drôle, mais c'est surtout, je sais pas, il y a vraiment une ambiance et tout que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné envie de beaucoup plus découvrir cette humoriste. Très bien. Marie-Laurence Marie-Laurence qui nous parle d'un... Je fais de l'autopromo. Voilà, quelque chose de personnel. De temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai créé un blog qui s'appelle Muse, dans lequel Muse quoi. Muse, mais c'est pour muser. Bon bref, parce que j'écris des articles sur toutes les visites culturelles que je fais parce que je suis passionnée de culture et j'en fais beaucoup notamment quand je vais à Paris, mais il y a aussi des articles sur la culture de Montpellier, Madrid, Londres et voilà, c'est plein de petits articles qui recensent mes visites, mes conseils, j'aime bien ce projet. Moi j'y suis allé, franchement c'est très bien écrit, mais c'est Marie-Laurence quoi. C'est gentil. C'est Marie-Laurence. Ouais, voilà. Bon, Marie Basique, tu nous proposes quoi ? Waouh, ok, ça fait mal. Alors, c'est pas grave, je passe. Moi, je conseille le dernier album de NF qui s'appelle Hop et qui est sorti en 2023. Donc, NF, c'est un rappeur américain. Et d'ailleurs, petite dédicace à Eravan parce que c'est lui en fait qui m'a recommandé cet album. Donc, du coup, c'est une
contre reco. Mais voilà, moi j'écoute ça quand je cours et vraiment c'est très très motivant, ça donne envie de gravir l'Everest. Et c'est du rap, mais c'est pas que du rap, enfin, ça mélange plein de styles et c'est hyper stylé. Donc voilà, allez écouter tout ce qu'il fait. Bah moi je vous proposerai en complément d'écouter un autre album, celui de Double et son Analog Love, sorti le 12 avril dernier. Pour moi c'est le meilleur album funk de ces 30 dernières années tout simplement. Mais en même temps il n'y a pas trop de funk qui sort maintenant ces dernières années. Mais c'est fait à l'ancienne et tout, c'est fait sur des machines que Michael Jackson avait utilisées pour Thriller et tout. Et le son ça sent, il est, comme il dit, son album il est analogue et il parle d'amour. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Analog Love. Wow. Merci du conseil. Ouvrons le générique de fin de ce 33e épisode de l'année. Merci Marie, merci Hugo, merci Nino, merci Marie-Laurence de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission. Merci aussi à Raphaël pour les visuels comme chaque semaine et pour ta carte d'identité aussi Marie. D'accord, je comprends mieux. Et on remercie bien évidemment la technique avec Lucas et Tom ce soir. Merci à Victoria Musier-de-Lac de nous avoir fait l'amitié de répondre à nos questions autour de son première affaire, sachant qu'en plus on n'était pas hyper voilà. Ouais. Bon. Mais au moins vous avez peut-être appris à plus l'apprécier ce film. Si l'émission vous a plu, vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast et sur le site de Radio Campus Montpellier pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine c'est toi Hugo qui sera aux commandes de l'émission à nouveau. C'est quoi le programme? Oh bah écoute, on va parler de The Fall Guy de David Leitch, d'une affaire de principe d'Antoine Rimbaud et des cartes du mal de deux réals, mais j'ai oublié leur nom. Anna Hellberg et Spencer Cohen. Merci. Bon bah très bien, beau programme en perspective. On termine cette 33e émission de l'année avec Marocco, du coup Double en feat avec Jordan Lee et Ruth Jude sur le titre Fabulous Kisses, l'occasion pour nous de vous faire plein de bisous fabuleux. Bonne semaine à vous. The Cinema Show c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.